Bien, j'espère que ça va toujours bien pour vous. Jusqu'à 18h30, bienvenue à l'Académie des élus. L'Académie des élus, c'est un événement convention des maires. Et d'ailleurs, après avoir accueilli nos invités suédois, je recevrai 4 élus qui ont tous signé avec leur territoire cette convention des maires dont on a déjà parlé hier. Et tout de suite, puisque c'est l'objectif de ce moment que nous allons vivre ensemble, on va partir en Suède. L'idée, c'est de partager l'expérience d'un territoire, une ville en Suède, et puis de voir quel meilleur on peut en tirer pour nos propres territoires, du partage d'expériences et donc de l'enrichissement des dynamiques territoriales tout simplement. Alors je me suis longuement entraîné pour prononcer à peu près correctement le nom de la ville dans laquelle on va vous emmener dans quelques instants. Växjö, c'est bien, hein? Osa, très bien. Växjö, en Suède, et on a le grand plaisir d'accueillir son maire, Bo Frank, avec Åsa Karlsson Björkmarker. Vous êtes conseillère municipale de cette ville. Alors cette ville qui a un parcours intéressant parce qu'elle s'est lancée très rapidement, très tôt, dans le défi de devenir une ville à énergie fossile zéro. C'est intéressant et avec des transformations rapides, je vous donne un indicateur et ils y reviendront dans quelques instants, cette ville a réduit ses émissions de CO2 de 41%, par rapport au niveau qu'elle connaissait en 93. Alors ça ne se fait pas comme ça, il y a des décisions à prendre, il y a une animation, il y a de la co-construction certainement, comme on l'a largement évoqué depuis ce matin. Et clairement, on a là le meilleur, hein, une ville pionnière en matière de transition écologique. On est très heureux de vous recevoir. Je vous invite à nous rejoindre, Madame la conseillère et Monsieur le maire de Växjö. Bienvenue à vous. Thank you so much. Merci beaucoup de nous avoir invités. Nous sommes vraiment motivés. Nous sommes passionnés par les questions d'environnement et de durabilité. Et ça fait longtemps que nous travaillons sur ces sujets. Je voudrais présenter Åsa, c'est ma secrétaire, mon assistante. Elle est également la maire adjointe. Elle est également une socialiste, elle est très intelligente et elle apprend très vite. Voilà Åsa. Merci beaucoup Bo. C'est toujours un plaisir de voyager avec toi. Je dois dire que voici Bo, Monsieur Frank, Monsieur le maire, Bo Frank. Il est un conservateur très têtu. Parfois il est bon, mais ça lui arrive d'être bon, pas toujours. Et je dois dire que cet homme, qui est à mon opposé politique, il a été élu dans notre conseil municipal depuis 42 ans. Un dinosaure. Et voyons donc, il serait peut-être temps que tu partes à la retraite. Oui, peut-être qu'il serait temps. Allez, dans 20 ans. Allez, dans 20 ans, je vais me retirer. Je vais prendre ma retraite. Est-ce que c'est mon tour? Oui, c'est mon tour. Bien. Donc, de la Växjö, en Suède, nous avons une population de presque 90 000 habitants. On le dit comme ça parce que ça fait plus gros que 88 300 habitants. Nous avons beaucoup de forêts et beaucoup de lacs, mais ça, c'est toute la Suède. Dans notre commune, nous avons à peu près 200 lacs. C'est un de nos gros atouts ce sont les forêts et les lacs. Oui, c'est drôle. Bravo, c'est drôle. Oh là là. Nous avons environ 8000 entreprises et PME, essentiellement. C'est notre deuxième plus grand atout. Si vous demandez à Bo, c'est notre premier atout. Et c'est clair que c'est Bo qui est notre premier atout, notre première richesse. Nous avons d'ailleurs la première université dans notre ville, l'université Linnaeus, qui a été une grande aide pour nous,
Parce que quand vous vous développez, vous avez besoin bien évidemment du secteur éducatif, vous avez besoin du savoir, de la science. Et avec nous sommes également connus pour notre art du verre, notre verrerie. Non, non, tu parles trop, dit Beau. Bon, on compte notre bioénergie, notre éducation. En fait, nous utilisons le bois dont nous sommes tellement fiers, également dans notre industrie. Dans notre plan d'aménagement, nous avons dit que chaque citoyen doit être à distance pour marcher, vers un lac dont l'eau est propre. Donc la qualité de notre eau, de nos lacs, est absolument extraordinaire. Et il faut comprendre comment c'est possible avec la Suède et le pays le plus décentralisé au monde. Nous avons deux niveaux d'administration, le gouvernement et le gouvernement local. C'est inscrit dans notre constitution depuis plus de 200 ans. 80% ou 75% de tout l'argent dépensé publiquement est dépensé par les villes. Donc les citoyens, les villes sont responsables de toutes les questions sauf la police, la défense, l'université et les hôpitaux. Toutes les autres relèvent de la compétence urbaine. Donc nous avons beaucoup de pouvoir au niveau local. Nous avons une population de 90 000 habitants. Nous avons environ 6 500 personnes qui sont employées par la ville et environ 3 000 supplémentaires des contractuels, par exemple dans les écoles ou les différents autres services. Donc nous avons beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. 30% des revenus de l'impôt sur le revenu est payé directement aux villes. Nous avons le droit de planification urbaine, transport. Nous sommes propriétaires de nos réseaux d'énergie et de transport. Donc on passe... Donc voilà une image de nous deux. Parce que tu vas parler de ça. Quand j'ai été élu pour la première fois en 91, maire de la ville, j'ai rassemblé toutes les parties. Nous avons 7 et 8 au conseil municipal. Nous avons décidé que les questions environnementales seraient notre priorité, que c'était le point sur lequel on était tous d'accord. Et depuis, tous les partis politiques, nous sommes tombés d'accord sur ce point en ce qui concerne l'environnement et la stabilité. Et ça, c'est vraiment, et même pour la Suède, c'est déjà extraordinaire. Nous sommes également d'accord, nous avons une même vision sur la question de développement durable, également la question de la parité des genres. Donc la question environnementale, c'est juste un point du concept de durabilité qui inclut chez nous la démocratie, l'éducation, la parité, la responsabilité sociale, l'économie sociale et environnementalement responsable, etc., etc. Nous travaillons très bien, malgré le fait que nous ne sommes pas du même parti. Moi, je suis pour le recyclage et je voudrais être recyclé quand je servirai plus à rien. Aujourd'hui, nous allons venir aux élections et les partis politiques ont décidé de travailler ensemble. Et les citoyens le savent. Bon, je ne vais pas te recycler trop longtemps. Merci. Est-ce que je peux parler? Tu me laisses parler? Ah, bah tiens. Voilà. Maintenant, nous avons chacun notre micro. Je vais pouvoir te couper la parole. Bien. Donc, alors. Ah ben voilà, on est revenu à la bonne slide. Parlons de où ça a commencé. Tout a commencé dans les années 60. Ça a commencé dans les années 60 avec nos lacs. Comme vous le savez, nous en avons 200 dans notre commune. Et au centre de la ville, nous avons 7 lacs au milieu de notre ville. Cela signifie que le fait que, comme on vit sur les bords du lac, nous vivons dans les lacs, c'est très important pour les gens de vécu. Et dans les années 60, nos lacs étaient quasiment morts. Et quand vous allez enfin voir cette photo, je vais vous montrer 2 photos du même lac avant et après leur réhabilitation. Il y a un problème technique, comme d'habitude. L'un des lacs dans notre ville, il y avait directement les égouts de l'hôpital qui coulaient. Donc vous aviez et que donc ça puait considérablement. Mais dans les années 60, nous avons décidé de réhabiliter les lacs. Et ce lac où avant il y avait les égouts qui s'écoulaient dedans, maintenant on peut se baigner dedans sans...
Donc, nous avons réduit notre émissions de CO2 de 48% en 2014, comparé par rapport aux chiffres de 93. Et c'est très important de savoir que nous avions déjà pas beaucoup d'émissions par tête d'habitant dans les années 90, parce que comme on va nous le dire plus tard, quand Beau va vous parler de la biomasse et dans le système de chauffage. Mais déjà dans les années 90, à la fin des années 80, nous avions déjà décidé d'abandonner les ressources fossiles et de passer aux ressources renouvelables. Les années 90, tout le chauffage à vapeur était déjà de la biomasse. Aujourd'hui, nous avons environ 2 tonnes de CO2 d'émissions par tête d'habitant. Et ça, c'est assez bien. Pour vous dire, je suis vraiment surpris. 65% de toute l'énergie consommée dans la municipalité vient des énergies renouvelables. L'usine que vous voyez ici, elle produit de l'électricité, elle produit de l'énergie pour la climatisation et le chauffage. Quasiment tous les bâtiments municipaux sont connectés au réseau de chaleur, au réseau de climatisation, au réseau d'eau et au réseau d'électricité et au réseau de haut débit. C'est pour ça que nous sommes devenus aussi, nous avons beaucoup de forêts, nous travaillons beaucoup avec l'industrie du bois, donc vraiment la biomasse est très important pour nous. Et nous utilisons énormément le bois comme matériel de construction. Nous avons été les premières villes au monde de prendre la décision que 50% de tous les nouveaux bâtiments qui seraient construits par la ville devraient être en armature bois, parce que le bois, c'est le seul matériau de construction renouvelable. Et nous construisons des bâtiments BBC, basse consommation d'énergie, intégralement en bois. Et il y a certaines zones de plan d'urbanisation où nous interdisons tout autre matériau de construction que le bois. Nous essayons vraiment de développer le nombre de bâtiments en bois construits. Cette maison est, par exemple, un bon exemple. C'est le plus grand stade de tennis au monde construit en bois. Et c'est un bâtiment passif. Donc l'isolation est tellement bonne que quand il fait moins 35 dehors, eh bien sans même qu'on chauffe le bâtiment, il fait 20 degrés dans la maison et elle est en bois. Et nous avons la technologie et avec l'université, nous sommes en train de développer des nouvelles méthodes améliorées pour les constructions bois et nous nous améliorons chaque année. Je vais vous parler un peu du transport dans notre ville. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous le connaissez dans vos villes. Chez nous, le transport, c'est vraiment un problème assez difficile quand il s'agit de changer les comportements des gens. Mais il y a environ 5 ans, notre usine de biogaz a été ouverte. Et aujourd'hui, nous revalorisons énergétiquement tous nos déchets organiques et le biogaz qui est produit sert à alimenter tous les transports urbains. Et nous voyons de plus en plus également que des voitures qui ont des moteurs au biogaz qui viennent se recharger sur nos pompes. Donc les citoyens sont vraiment très mobilisés et ils trient leurs ordures, ils mettent vraiment leurs ordures organiques parce qu'ils savent que ça leur permet de faire tourner les bus et tourner les moteurs de leur voiture et ils sont vraiment mobilisés autour de la question de la bioénergie, également à travers la climatisation, le chauffage, l'électricité. Donc les citoyens sont vraiment des acteurs partie prenante très importants dans notre transition énergétique. Et regardez comment ils sont contents chaque fois qu'ils remplissent leur voiture avec du biogaz. Quand ils regardent la facture, ils sont vraiment contents. Je pense que ça c'est un des clés du succès quand il s'agit de transformer le système énergétique ou tout autre système, c'est de mobiliser les citoyens, de convaincre tous les acteurs de participer à la filière. Et on va en parler plus tard. Et il faut donc changer de photo. On peut également dire que les maires et les maires adjoints, nous devons montrer l'exemple. Toutes les voitures qui appartiennent à la ville ou qui sont utilisées par la ville sont compatibles avec les standards très sévères environnementaux en Suède. Et en tant que maire et maire adjoint, nous devons également montrer l'exemple. Nous économisons l'électricité et nous devons donner l'exemple. Ainsi, par exemple, depuis 15 ans, nous payons des compensations climat chaque fois que nous devons prendre l'avion. Donc nous essayons des bons citoyens écologiques. On peut aussi mentionner que toi, en tant que maire et moi, en tant que maire adjoint, nous sommes responsables de toutes les décisions stratégiques environnementales dans la municipalité. Et
Et ça, c'est très important pour nous. Nous avons décidé qu'en 91, quand j'ai été élu maire pour la première fois, que le maire et le maire adjoint seraient responsables des questions environnementales. Par exemple, la question de la parité des genres, parce que les maires ne délèguent pas des questions importantes. Les questions importantes sont gérées directement par le maire et le maire adjoint. On va parler de l'agriculture urbaine, donc il faut revenir à la photo précédente. Revenons à l'agriculture urbaine. C'est très difficile de gérer les questions énergétiques quand on ne parle pas de la question de l'alimentation. C'est un des facteurs clés de la consommation d'énergie. Nous avons une petite agriculture urbaine dans la ville, au centre de la ville, et tout le monde adore ce genre de ça contribue au verdissement de la ville, ça rend la ville encore plus verte, mais ça aussi fournit des produits agrobiologiques à des légumes pour les restaurants et les cantines locales que les gens font pousser dans notre petit terrain agricole urbain. Imaginez, vous êtes un propriétaire et vous pouvez écrire sur votre restaurant, vous pouvez écrire sur votre menu les carottes que vous mangez ont poussé de l'autre côté de la rue, filets de poissons aux pommes de terre qui ont poussé dans l'agriculture urbaine de Vec. Ça ajoute une composante à l'alimentation et ça, c'est un grand succès pour les restaurateurs. Et toute la ville, tous les achats publics de la ville pour les cantines, c'est 50% d'aliments biologiques et ce pourcentage augmente chaque année. Les vélos. On a beaucoup entendu parler de vélo, Milton Keynes, Copenhague, autres villes, La Rochelle, etc. Que le vélo est en train d'augmenter, que ça fait partie du futur des réseaux de transport dans notre ville. Nous, ça fait un bout de temps qu'on y réfléchit avec, et on a fait une liste de priorités parce en Suède, il neige beaucoup. On est en Suède quand même. Hein. Donc, cette année, d'ailleurs, on a eu un horrible hiver. Il a fait froid et il y a eu beaucoup de neige. Mais nous avons notre liste des priorités, qui veut dire que nous allons d'abord gérer, nous déblayons les pistes cyclables à de la neige, et ensuite nous dégageons les réseaux partout où passent les bus. C'est ça, elles ont la priorité au niveau du dégagement. Et c'est seulement ensuite qu'on déneige le reste des réseaux pour les voitures. Et ça envoie un message très important aux citoyens, que c'est beaucoup plus facile d'utiliser des moyens de transport durables que de prendre les moyens des transports non durables. Et ça, ce sont des messages qui doivent être envoyés aux citoyens. Et quasiment tous les transports publics sont alimentés par les déchets organiques urbains locaux. Donc, nous augmentons de plus en plus les réseaux de bus chaque année et nous avons une vision. Nous voulons réduire le nombre de voitures dans le centre de la ville parce que c'est nécessaire, parce que nous avons besoin de plus de place pour les gens. Et puisque nous en sommes aux voitures, parlons-en des voitures électriques et les stations de rechargement, parce que dans le futur, je ne pense pas que le biogaz est une énergie pour l'avenir. Je pense qu'à l'avenir, nous verrons plein de voitures et nous verrons de plus en plus de voitures électriques. Nous construisons ce réseau de stations de rechargement dans la ville. Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais on travaille sur un projet pour faire qu'il y ait des partenaires privés qui participent à ce projet et que eux, en commun avec la ville, investissent dans des postes de rechargement, des stations de chargement près de leurs bâtiments, que ça soit intégré dans les projets immobiliers privés. Et que ça pourrait être une manière de développer. Nous avons également les premières voitures Tesla, ce sont des taxis Tesla, et nous encourageons les citoyens et les entreprises d'acheter de plus en plus de voitures écologiques. Et nous avons des statistiques qui montrent qu'en 2020, il y aura plus de 50% de toutes les voitures achetées avec seront des voitures électriques dans notre ville. Donc la quantité de voitures électriques dans notre ville augmente chaque année dans la ville. Et les stations de chargement sont quasiment partout. Le conducteur du taxi Tesla, c'est Datlace. Parlons également de l'énergie solaire. Nous avons un certain nombre de réseaux photovoltaïques. Par exemple, nous avons sur le toit de notre piscine. Nous utilisons l'énergie du soleil pour chauffer l'eau
et tout le monde qui vit à Vaquieux aime bien aller se baigner dans de l'eau chaude, et l'eau est très chaude grâce au solaire. Nous utilisons également des panneaux solaires également en processus d'apprentissage dans les écoles. C'est une méthode très facile pour les enfants de comprendre combien d'énergie nous produisons dans notre école, combien d'énergie nous consommons dans notre école. Et ensuite, ça vous donne une idée de quand on étudie la question de l'offre et de la demande dans le domaine de l'énergie. Et c'est une bonne méthode d'apprentissage, c'est très pédagogique. Et également au niveau nous voulons en 2030, nous voulons être complètement libérés des énergies fossiles et nous allons probablement même y arriver avant. Donc nous utilisons l'énergie renouvelable partout. Nous sommes la première ville au monde à avoir décidé de devenir complètement indépendante de l'énergie fossile. Et nous ne pensions pas que ça allait être aussi facile. Très honnêtement, pour être franche avec toi, Franck, et d'ailleurs, nous ne savons pas encore comment nous allons y arriver. En 96, quand nous avons démarré, nous n'avions aucune idée comment y arriver. Nous avons pris l'objectif en 96. On se dit, on veut être libéré complètement de l'énergie fossile. On ne savait pas comment y arriver. Parce que parfois, c'est un peu... on vise la Lune et on se prend les pieds dans les cimes des arbres. Et pourtant, on y arrive. C'est important, ne vous posez pas la question de savoir si c'est faisable ou pas. Fixez-vous un objectif et essayez de l'atteindre. Ne vous posez pas de questions si c'est faisable ou pas. L'important du recyclage des mers, c'est aussi important de recycler plein d'autres choses. Donc nous utilisons des centres de recyclage, nous essayons de travailler sur l'économie circulaire, nous voulons mettre en place un centre d'études et d'analyse de l'économie circulaire. Et les gens sont de plus en plus intéressés de travailler sur ces questions. Ça, c'est également très important pour les consommateurs et pour tous les citoyens. Et la ville participe également dans ses achats, l'économie circulaire. Par exemple, Ikea, par exemple, est né quelques kilomètres de Vec. Vous pouvez recycler une bonne partie de vos meubles Ikea et essayer de réutiliser. Donc l'économie circulaire est en train de se faire et nous allons construire de plus en plus de recherches et de connaissances sur ce qui se passe dans l'économie circulaire et nous allons apprendre et générer les bonnes pratiques que nous allons partager avec la communauté. Je crois que c'est à moi de parler de ça. Le consensus et la coopération à Vaxieux, et on va souligner ça à nouveau. Beau, il est le maire. Il fait partie de la majorité conservatrice. Moi, je suis le maire adjoint et je suis le chef de l'opposition à Vaxieux. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est très innaturel pour beaucoup d'autres villes où il y a une position politique marquée. Moi, je pars du principe qu'être capable de trouver des consensus et de la coopération, il faut qu'il y ait un degré de confiance entre nous. Et même si ne te fais pas confiance sur un certain nombre de points, en ce qui concerne le climat, je te fais confiance. Oui, on avait dit qu'on parlait pas, on ne lavait pas notre linge sale en public. Bon, passons pas de notre linge sale. Restons sur la question du climat. Je pense que c'est une question de confiance, une question de partager une vision à long terme, tous les deux, de se mettre d'accord, et de s'engager sur cette vision à long terme, même en période électorale. Et comme nous avons un consensus assez large sur ces points-là, il n'y a aucun à partir avec qui peut gagner ou perdre une élection sur ces questions environnementales. Notre campagne électorale, elles sont sur d'autres points, mais pas sur l'environnement. Sur l'environnement, on est d'accord. Et nos buts sur l'environnement sont stables. C'est très important d'utiliser le service civil dans ce processus. Nous, dans nos services civils, dans nos services municipaux, oui, dans nos services publics, ils peuvent... et les fonctionnaires... Les fonctionnaires, ils participent aux discussions, ils participent aux décisions en ce qui concerne l'environnemental, les questions de durabilité, parce que toutes les questions de durabilité sont très importantes. Pas simplement les questions environnementales, c'est simplement une partie de la notion de durabilité. Et c'est également très important que les fonctionnaires et que les officiels, ils aient la possibilité parfois de dire au maire et au maire adjoint qu'on se trompe. Et ils doivent avoir la possibilité d'intervenir et de nous suggérer des méthodes de faire autrement. Et la critique est acceptée. Au contraire, nous avons une culture
nous sommes, par notre point de vue, on peut tous se dire, personne n'a peur, aucun fonctionnaire n'a peur d'aller voir le maire et taper à la porte et de dire, écoute, tu t'es trompé. Voire ils peuvent le faire en public. Ils risquent pas d'aller dans les mines de sel en Carélie. Mais nous avons vraiment une atmosphère très ouverte, très agréable. Les gens peuvent aller parler avec leur chef et il n'y a pas de répression, il y a une très bonne atmosphère. Et ça, c'est très important afin d'engendrer la créativité. Si vous êtes toujours obligé de fermer votre gueule, si vous n'avez pas le droit de proposer de nouvelles idées, eh bien évidemment, vous arrêtez de travailler et vous n'allez jamais trouver des solutions. Parlons de la déclaration de Vecchia. Qu'est-ce que c'est? La déclaration de Vecchia. Bon, alors... Nous avons travaillé ensemble avec des ONG, avec des organisations environnementales il y a déjà un certain temps. Je faisais partie de Greenpeace à une époque, quand j'étais jeune. Quand j'ai été élu avec en 91, nous avons essayé de travailler avec Greenpeace, mais ils ne voulaient pas travailler à l'époque avec des instances politiques. Donc on a essayé de trouver d'autres ONG environnementales et on travaille également avec des entreprises, avec l'université. Et c'est très important pour nous de travailler avec les universités parce que le nom de notre université, c'est Linnaeus, c'est le fameux botaniste suédois qui a dit Dieu, c'est pas un homme très humble, il a dit c'est Dieu qui a créé le monde, mais c'est moi qui ai catégorisé la création. Et parfois, le secteur privé nous demande à la ville, dit pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Et donc nous avons créé un ensemble de réseaux de PME environnementales. Et de nombreux PME viennent s'installer avec, parce que nous avons ce profil d'être la ville la plus verte d'Europe et nous sommes très favorables aux petits PME. Par exemple, Volvo, ils ont une usine de camions et c'est une des usines passives au niveau CO2 au monde. Et donc, ça leur donne une très bonne image de marque. Et donc, beaucoup d'entreprises viennent s'installer avec eux pour justement bénéficier de ce label d'environmental friendly. Et donc, nous travaillons étroitement avec l'université pour des recherches dans le domaine environnemental, la biomasse, les constructions écologiques, etc., etc. Donc, la déclaration de Vecchia. C'est une déclaration que nous avons faite au niveau du secteur économique et de l'université, que nous devons aller encore plus loin. Nous devons être des bons exemples. Nous devons demander au gouvernement, aux villes, en Suède et en Europe et dans le monde et dans l'Union européenne d'aller encore plus loin, d'avoir des ambitions beaucoup plus élevées. Parce que nous voulons avoir des ambitions élevées. Et je suis très fier d'être ici parce qu'il y a des gens de Energy Cities. Et Energy Cities rassemble des gens et des maires et des villes avec un très haut profil en ce qui concerne les questions environnementales. Et ceux qui, si vous êtes membre, si vous ne faites pas encore partie de la Convention des maires, eh bien, rejoignez la Convention des maires. C'est vraiment un très bon groupe. Et le secteur économique, c'est très important. Et ils nous disent, allez-y, allez plus loin encore, parce que c'est bon pour notre entreprise, c'est bon pour notre chiffre d'affaires et c'est bon pour notre image de marque. Bon, le travail stratégique, c'est toujours sympa de travailler ensemble. Oui, c'est pas toujours sympa, mais peut-être qu'on pourrait faire un résumé. Quelles sont les clés pour le succès? Et je pense que la première clé, c'est avoir des objectifs très élevés. Nous sommes très ambitieux et nous partageons ces ambitions avec une bonne partie d'entre vous. Et ça, c'est bien. Le premier clé du succès, c'est d'être très ambitieux avec soi-même. Le deuxième clé du succès, c'est la coopération. Une coopération très large. Un consensus politique sur un certain nombre de points, comme le climat, parce que là, il faut avoir une stratégie et une vision à long terme. Et ça, c'est le troisième point de succès. Il faut avoir une stratégie à long terme. Ça ne peut pas changer à chaque élection, à chaque année électorale, parce que sinon, on n'y arrivera pas. La durée sera trop courte. Il faut pouvoir travailler sur le long terme. Et également, essayez pas de ne pas vous ennuyer dans votre propre travail. Parce que si vous vous ennuyez dans votre travail, vous allez ennuyer les autres et alors vous allez perdre une bonne partie de votre motivation dans votre travail. Amusez-vous, essayez de communiquer que ce que vous faites, c'est important, que ce que vous faites, ça a du sens et que ce que vous faites, ça change le monde. Et ça change votre ville et ça fait que les gens se sentent mieux, vous, votre ville, les gens dans votre ville. Nous, on s'amuse dans notre boulot. La plupart des politiques, ils viennent nous voir souvent avec eux et le conseil municipal, ils vont souvent aux États-Unis, au Canada. On voyage beaucoup. Pas bon pour le bilan carbone, ça. On va souvent dans des pays étrangers. Quasiment toutes les semaines, on voyage pour aller parler de ce qu'on fait à travers le monde.
Une fois, tu as essayé même de me vendre au Vietnam pour 2 ans. Mais il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et moi, je voulais que tu me rendes et il ne voulait pas me payer un bon prix. Cette image que tu vois ici, c'était la semaine de la Terre, la semaine dernière. Nous n'avons pas eu de journée de la Terre à Vaquieux. Nous n'avons pas une heure de la Terre ou une journée de la Terre. Non, non, chez nous, c'est une semaine de la Terre. Nous avons une semaine entière, nous pensons à la Terre. Et c'est organisé avec les PME, avec le secteur privé, avec les universités. Pendant une semaine, nous concentrons la Terre. Et à la fin de la semaine, nous coupons l'énergie, l'électricité et nous disons aux gens d'allumer des bougies. Et nous invitons des conférenciers, nous invitons des gens. On a eu des gens qui sont présents ici aujourd'hui et nous aimerions bien avoir cette année également invité des gens. C'est une façon de vraiment contacter tous les gens, les personnes âgées qui sont courants de cette semaine de la Terre. Nous avons des expositions, nous avons sur l'environnement, nous avons plein d'activités intéressantes. Donc venez avec pendant notre semaine de la Terre au mois de mars. Et nous vous invitons avec, venez nous voir. Je pense qu'on vous a déjà parlé des clés de notre succès et parlons un peu des émissions CO2 et la croissance économique. Les gens disent que c'est incompatible. On ne peut pas réduire ces émissions CO2 et avoir une croissance économique. C'est pas vrai. On peut avoir les deux. Regardez les émissions moyennes avec presque 2 tonnes par tête. En Europe, en moyenne, c'est 10-12 tonnes. Est-ce que nous pouvons prouver ici? Et regardez la courbe, et ces chiffres sont très importants pour nous, pour les visiteurs des États-Unis, par exemple. Nous leur prouvons qu'on peut économiser de l'énergie, on peut réduire la consommation d'énergie fossile et avoir une croissance économique en même temps. Quand j'ai démarré à étudier l'écologie dans les années 70, j'ai découvert que l'économie et l'écologie c'est quasiment les deux faces de la même pièce. Il s'agit de bien gérer les ressources. Et dans les deux cas, une bonne activité économique gère bien les ressources. Et nous sommes au-dessus du niveau national en Suède. Parce que nous avons opté, notre GDP, notre PNB est meilleur que dans la moyenne en Suède parce que nous avons abandonné les ressources fossiles. Ça crée du travail pour des agriculteurs, les ingénieurs, pour toute une partie de la population. Les gens qui travaillent dans le secteur environnemental avec les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, avec les panneaux solaires, nous avons vraiment une économie locale très forte qui se développe, qui crée des emplois à cause de nos choix stratégiques environnementaux. Et si vous regardez cette courbe, c'est vraiment très agréable à regarder. Nous avons la croissance économique qui grimpe et les émissions de CO2 qui décreusent. On peut voir que si on suit cette tendance, plus nous allons réduire notre consommation d'énergie fossile, plus nous allons développer. En plus, nous allons avoir un nouveau maire. Ça dépend si je suis un nouveau candidat. De toute façon, chaque fois que je me présente, je gagne. Peut-être qu'on va t'envoyer au centre de recyclage. C'est moins cher. C'est moins cher de me garder parce que si je ne prends pas ma retraite, vous n'aurez pas besoin de me payer. Je pense qu'on va s'arrêter là. Eh bien, merci beaucoup, Bo. Merci pour ta coopération. À nouveau, nous avons bien travaillé. Et merci. Il manque un micro, pas grave. Thank you. Bo, come on. Faut encore les applaudir, hein. Merci pour leur témoignage. Merci, yes. Yes. Merci. On leur offrira le petit dessin de tout à l'heure, là. Les showman, woman. Bien. Alors, nous sommes à l'Académie des élus. Et le but, et merci pour votre storytelling là, de l'histoire de Véquieux, on est là pour partager les expériences et que vous puissiez enrichir et qu'on s'enrichisse mutuellement, parce que c'est ça aussi, hein, la transition énergétique. Il y a de la transversalité, de la générosité derrière tout cela. On va accueillir 4 de vos confrères, consoeurs de la France. Et je vais demander donc à Béatrice Santé, bien vouloir nous rejoindre. Axelia Bloel, je ne sais pas si vous êtes revenu. Ah ben vous êtes là, formidable, venez, je ne vous avais pas vu tout à l'heure. Et messieurs Christian Roger et Damien Carême. Venez vous installer. Alors je vous les présente
un peu plus complètement, Béatrice Santé est députée maire. Bon. Ah, un homme, une femme, c'est ça? Ah ben oui, mais d'accord. Ah, il faudrait changer. Bon, c'est bon. Béatrice Santé est députée maire de Montmélian. Célia Bloel, qui était déjà avec nous hier, maire adjointe de Paris, vous êtes chargée de l'environnement et du développement durable. Damien Carême, le régional de l'Étape, et vice-président de cette communauté urbaine et maire de Grande-Synthe. Et Christian Roger, maire de Guipel, et par ailleurs vice-président en charge de l'habitat, de l'énergie, de l'économie solidaire, sociale et solidaire de la communauté de communes du Val-d'Ile. Alors si on vous a choisi ce casting, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes tous adhérents à la Convention des maires qui porte ce moment-là que nous vivons ensemble au cours de cette deuxième journée. C'est un mix, vous représentez un mix de territoire urbain, territoire plus rural, c'est intéressant, le panel, et surtout, on vous a demandé de participer à ce moment parce que vous portez tous des engagements forts dans le domaine de la transition énergétique de vos communes ou de vos intercos. Il y a du charisme derrière tout ça et vraiment de l'engagement. Par ailleurs, on a une diversité politique et ça tombe bien. Et puis, vous deux en particulier, je crois que c'est la première fois que vous venez contribuer à un moment de ces assises et bienvenue au club, à tous les deux, même si on entend beaucoup parler de vos actions respectives depuis pas mal de mois. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire un premier tour de piste pour vous faire réagir. Ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ce que l'on peut prendre de cette expérience suédoise pour vos propres chantiers à vous, qu'on rappellera dans un deuxième temps. Mais là, j'aimerais tout de suite faire un premier tour de piste pour vous faire réagir à chaud sur un point qui vous a frappé, qui vous interpelle, qui vous questionne. Et on peut, pourquoi pas, déjà entamer le débat. Après, on reviendra sur vos expériences respectives et on échangera avec la salle. On commence avec vous, Madame Santé. Avec plaisir. La réaction, c'est pas facile, c'est parce que... On a envie d'y aller déjà. Alors déjà, on a envie d'y aller. Hein, et merci pour l'invitation. On a bien enregistré, la traduction était bien faite. on est juste 2600, bon, on se débrouillera. Non, mais c'est un peu un rêve. Alors c'est un rêve d'autant plus fort pour moi, parce que moi je suis maire d'une ville de 4000 habitants, donc entre 4000 et 80 000. Il y a un écart qui explique parfois des écarts. Alors finalement, peut-être pas tant que ça, mais on en parlera tout à l'heure. Non, moi je suis impressionnée, j'ai juste envie de dire que ça fait envie. Et que voilà, ils font la preuve qu'on peut réussir avec des ambitions qui sont fortes. Moi, j'ai envie de retenir beaucoup de choses, mais peut-être en premier la mobilisation citoyenne. Moi, je crois que c'est bien quand, comme on l'a fait à Montmélian et comme ça s'est fait là-bas, il y a une volonté très forte des élus. C'est bien quand ils savent associer les associations, les citoyens, les entreprises. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Puis moi, ce que je note surtout, mais peut-être parce que c'est un point commun avec ce que je vis, c'est la continuité dans la politique, c'est la stabilité des choses, c'est cette volonté qui... Non, mais ça ne veut pas dire, parce qu'en fait je suis très proche de vous politiquement, madame, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer de maire, mais on peut... Nous, on a changé de maire en 30 ou 40 ans, mais on a gardé cette volonté politique forte. Mais c'est vrai que la stabilité dans la mise en place de cette politique, c'est quelque chose d'essentiel pour réussir. On ne peut pas effectivement revenir en permanence sur ce que l'on décide. Il faut travailler dans la durée. Et c'est un des facteurs de réussite. Mais manifestement, ils savent travailler ensemble. Alors, je retiens déjà trois choses pour qu'on ait un peu le cadre de l'action. Effectivement, le temps long, la stabilité, clairement, pour arriver à ces objectifs. Vous parlez, deuxième point, d'associer les populations. Si vous le permettez, j'ai l'impression qu'ils sont allés même plus loin
il décline la co-construction dont on a beaucoup parlé ce matin. Et en plus, sur les photos, là, ils ont choisi les meilleures, hein, certainement, mais les gens sont heureux de le faire. Et puis la troisième chose, alors c'est magique, mais c'est aussi, elle n'est plus là, les gens d'Energy City hein, qui ont travaillé là-dessus. Ce matin, on avait un philosophe ici, Patrick Vivray, qui est venu nous dire, les amis, il y a des sujets de consensus. Et il faut d'abord créer un consensus fort si vous voulez avancer. Eux, ils sont allés très loin sur ça. Hein. Et à partir du moment où vous avez installé les conditions du consensus, et c'était le début de leur intervention, il n'y a plus de sujet et on peut avancer. Ça parle à notre pays sur d'autres grandes thématiques, bien évidemment. Donc je retiens déjà ces 3 premiers points. OK. Grande Sainte. Ça donne envie, et moi qui suis allé en Suède visiter un certain nombre d'écoquartiers, je suis passé de Stockholm à Malmö sans m'arrêter dans votre ville, et je le regrette aujourd'hui, je ne le savais pas. Alors c'était il y a déjà une dizaine d'années, la prochaine fois je m'arrête, j'irai peut-être d'ailleurs uniquement pour ça. Moi, ce qui me frappe, mais ce qui me semble en même temps logique, et effectivement, la Convention des maires, c'est ce qui nous relie, et c'est l'approche globale et complètement transversale de cette volonté de changer. C'est les transports, c'est l'alimentation, c'est l'énergie, c'est cet ensemble-là, puis c'est surtout les habitants qu'on associe à toute cette nouvelle dimension. C'est ça qui m'intéresse, c'est comme ça qu'il n'y a pas d'autre alternative, et pour rejoindre ce que disait Patrick Vivray ce matin, il n'y a pas d'autre alternative pour faire consensus que d'y aller globalement, parce que ça fait un vrai projet de société. On peut avoir des désaccords politiques, mais ça, sur le fond, c'est un véritable projet de société, c'est une véritable projection qu'on offre à nos citoyens. Voilà l'objectif dans lequel on veut aller. Et ça touche tous les domaines de la vie, ça touche tous les domaines de nos concitoyens. Et voilà, moi, je me reconnais complètement dans ce qui est fait là-bas. Je suis très content de pouvoir... Il faut s'enrichir de l'expérience des autres. La Convention des maires, c'est aussi ça, c'est d'entendre les autres, d'écouter. Il y a des choses qui ne sont pas complètement transposables de la Suède à la France, puisqu'on l'a vu, deux niveaux de décision en Suède, l'État et les collectivités. Nous, c'est un peu plus que ça. On parle de notre millefeuille. On n'a pas les mêmes moyens à disposition. Enfin, c'est pas complètement transposable, mais à notre niveau, on peut effectivement s'inspirer de ces expériences. Je l'ai fait avec la Suède, je l'ai fait avec l'Allemagne, je l'ai fait avec les Pays-Bas, en retirant à chaque fois de ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est commun en fait à tout ça. On fait sens à notre société, on fait sens à notre vie. Et puis les citoyens, on peut les transformer comme ça. Et puis effectivement, l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble, fait aussi, prend corps dans cet univers où tout est cohérent. Alors la cohérence, c'est l'approche globale pour mettre en œuvre vraiment un projet de société pour un territoire et sa population. Vous avez aussi noté que quand ils ont déroulé l'ensemble de leurs chantiers, transport, mobilité, bâtiments, ils ont toujours décliné, j'y mets des guillemets, je ne trouve pas d'autres termes, l'avantage client, enfin le transport... l'avantage pour la population, l'entreprise 100% énergie renouvelable, ça transparaît dans son compte d'exploitation également. Enfin, il faut toujours mettre ça en exergue, l'avantage cible, j'aime pas le terme client, l'avantage pour la cible. Et ce matin, quand on entendait Copenhague, le vélo, c'est pas juste pour faire écolo, c'est d'abord parce que c'est plus pratique pour chacun des habitants. Je note ça aussi. On continue, on va à Paris. Je vais aller un petit peu dans le même sens de ce qui vient d'être dit. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que quelle que soit la ville, quelle que soit la taille, quel que soit le territoire, on est en train de monter tous et toutes un modèle cohérent qui est en train de se dire oui, on fait de la préservation de la planète, mais avant tout, on cherche à améliorer la qualité de vie des gens qui y vivent. Quand on fait du vélo, c'est pas que pour protéger la planète, c'est aussi pour réduire la pollution de l'air. C'est un sujet qu'on connaît bien à Paris. Et du coup, toutes les thématiques que vous avez abordées, je crois que c'est effectivement toutes les thématiques sur lesquelles on travaille tous, le bâtiment, le transport, l'alimentation, les déchets, l'énergie. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un temps d'avance. Je vais dire chez vous, parce que j'ai toujours autant de mal, je suis navrée à prononcer le nom de la ville, comme ça je ne me ridiculiserai pas. Mais un temps d'avance, c'est un temps d'avance qui, en tout cas, nous permet de tenir le discours que oui, la transition écologique, elle est possible et qu'elle apporte du positif.
Et ça permet de venir maintenant démonter avec votre recul à vous ceux qui disent que la transition écologique, il y a un côté retour à la bougie, c'est pas possible, ça va tuer l'économie. Et des exemples comme ça de gens qui ont été précurseurs, parce que ça n'a pas dû être simple au départ. Et bien du coup, on en a fortement encore besoin, même si la prise de conscience avance. Moi, du coup, de votre présentation, je retiens les lacs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On n'a pas ce potentiel-là à Paris, j'aimerais bien, mais en tout cas, c'est la question de la Bois de qualité. Boulogne. Ouais. Mais la Seine, effectivement, mais tu rigoles, mais la qualité de l'eau, vous l'avez dit, ils étaient complètement ruinés il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'aller s'y baigner. C'est un débat qu'on a aujourd'hui à Paris. On me regarde encore avec des grands yeux en mode, c'est quoi cet écolo là qui veut qu'on aille se baigner dans la Seine? C'est Jacques possible. Chirac, il y a un- déjà, c'est- hein. Oui, alors j'aimerais bien que la comparaison s'arrête là. Ah bah, il s'était engagé à se baigner dans la Seine. Hein. Tout à fait. Mais bon, on va dire qu'on a une nouvelle génération, on s'engage et on va faire. Mais mine de rien, voilà, il y a eu cette prise de conscience-là, mais il y a aussi tous les grands fleuves européens où il y a eu un travail de reconquête de qualité de l'eau. Moi, je pense qu'on est en bonne marche aussi de récupérer ça. Et ça aussi, ça va changer le visage de nos villes. Donc, c'est un des sujets que je retiens. La participation, évidemment, mais on en a beaucoup parlé. Et moi, je fais partie aussi de ceux qui sont persuadés qu'on n'y arrivera pas seul, l'institution, amener les gens. Donc, on a sans doute à se nourrir de vous là-dessus. Et quand même, mine de rien, dans un contexte franco-français, c'est vrai que votre duo qui a pu faire sourire, mais c'est vrai d'avoir un maire conservateur, une adjointe socialiste qui arrive à faire consensus là-dessus, c'est intéressant, Ça le ça fait, interroge. Ouais. Et sans doute qu'effectivement, les partis politiques doivent, on a nos différences, c'est certain, mais il y a un moment aussi où le clivage est très différent sur la question du climat. Je redirai ce que j'ai dit hier matin, je crois, mais il y a l'ancien monde et le nouveau monde, et un moment pour le bien de tout le monde et l'intérêt général. Si la politique pouvait se remettre à faire de l'intérêt général et à penser au bien commun et aux générations futures et pas à la prochaine élection, ça peut donner, à mon avis, ce genre de truc de manière intéressante. Puis c'est les conditions de la stabilité hein, dont vous parliez. Oui. Et la dernière chose quand même sur laquelle je voulais réagir, un fonctionnaire aussi en France peut dire ce qu'il pense, sans partir en Sibérie. Non, je le dis parce que je sais qu'il y a les équipes de la mairie de Paris qui doivent être en train de lever les yeux au ciel. Mais on se dit aussi les choses avant, parce qu'ils ont dit à un moment, un fonctionnaire peut venir nous dire c'est débile ce que vous êtes en train de faire. Et je crois qu'effectivement, il faut ce dialogue technique-politique de plus en plus, même si les politiques ont raison à la fin, évidemment. Bah ouais, quand même. On termine le tour de piste et après, Beaufranc voudrait réagir. Allez-y, monsieur Roger. Ça ne va pas être très long parce que vous avez dit presque tout ce que je voulais dire. Tout à l'heure, je commencerai par vous pour les questions. Merci, c'est plus facile. Si, je retiens 3 ou 4 petites choses quand même complémentaires. Tout à l'heure, vous avez dit, monsieur le maire, il faut se fixer des objectifs. Même si on n'est pas sûr de les atteindre, il faut de l'ambition et des objectifs. Ça, c'est le premier point. Je crois qu'on est vraiment... quelque chose, l'élu a toujours peur, c'est de mettre toujours en avant toute la problématique pour se dire ah non mais ça c'est pas possible, on n'y arrivera pas de toute façon. C'est trop complexe, la marche est trop haute, 10 ans c'est pas assez long, il nous faudrait 30 ans, etc. Bon. Et comme ça, on se repose sur nos lauriers. Deuxième chose, vous avez effectivement une manière de fonctionner où on doit prendre de la graine parce que arriver à des consensus entre 2 partis politiques différents, savoir que l'environnement, ça s'inscrit dans le temps et que les partis politiques ne sont pas forcément inscrits dans le temps. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment un dénominateur commun pour que ça continue. Et puis un troisième point, et là on le ressent entre vous, hein, tout à l'heure ce matin, Patrick Vivrel l'a dit fortement, l'environnement, la transition énergétique, ça doit être sensuel aussi et érotique. Érotique. Voilà, donc moi j'ai retenu ça, je m'en vais dans ma petite communauté de communes du Val-d'Île, là-bas, en Bretagne, et on va y mettre de l'érotisme, c'est moi qui vous le dis. Bon, vous le surveillerez ce soir, celui-là. Hein. Allez-y. I think environmental issues are very sexy. What about skin dipping in a very clean lake? That's something. So it has to do with erotics also, of course. I would like to say that and stress that in Stockholm, on the other hand of Stockholm, you have a big lake. On the other hand, the Baltic Sea. So in the city center of Stockholm, you could swim in a perfect clear water. You can also fish salmons, fresh salmons. So it's possible everywhere. I must also explain the system of majority and minority in Sweden. In most cities, the opposition have the minority or the vice chairman or the deputy chairman seats.
So that's quite common in many Swedish cities to have this system. And it's also a way to cooperate very well together. So we are free to choose our old system of government, and we prefer this, because sometimes it could be very close in an election, and then it's not fair that if you got 51%, you take all the power. Okay. Yes. Yeah, I would like to underline that because we've been talking a lot about stability and the importance of stability and yeah, political stability. It's great, but it's only great if it can be done by consensus and by dialogue. And I really, really think that it's of great importance to involve the opposition, and I can say that being part of the opposition, because if you don't feel involved and if you're not taken seriously in these conversations and in this dialogue, then you don't feel the responsibility of cooperate either. So creating political stability is basically having great respect for everybody who has a political seat and also involve the opposition for real. And I really would like to underline that, because if you don't, then we will change politics in every election. And as you said, Silja, we can't afford to do that. We need a broad consensus. And I must say, I really like that picture that drawn. Je dois vous dire également que c'est un petit peu comme la transition énergétique, c'est un petit peu comme acheter des meubles chez Ikea. Hein? Oui, c'est comme ça. Il faut coopérer. Vous savez que chez Ikea, vous avez 2 personnes et si on travaille seul, ça ne marche pas. Il faut toujours être 2. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours des duos. C'est un petit peu que pour fabriquer des meubles chez Ikea, eh bien, il faut aussi coopérer. C'est toujours la coopération qui prime dans tout ce qui est fait. Now, would you allow me, please, before we come back to... On a le temps là, hein, quelques minutes pour entendre la salle. Qui veut prendre la parole là tout de suite? On est toujours dans le débriefing et vos interpellations, vos étonnements par rapport à ce qu'on vient d'entendre de nos invités suédois. Ah non, hein? Alors, je vais vous donner la parole, moi. Alors, des gens que je ne connais pas. Madame, par exemple? Hop. Alors réagissez, une question, comme vous voulez. Isabelle Kerkhoff, vice-présidente à la communauté urbaine, maire d'un Dunkerque, d'ici, oui, et maire d'un petit village qui s'appelle Coudekerre Village. 1200 habitants, donc on est loin des 90 000. Par contre, moi, ce que je veux saluer, c'est la performance politique, parce que les événements récents chez nous nous ont bien démontré qu'il fallait dépasser tout ça. Ils ont su le faire en Suède, ils ont su le faire sur de grands projets, alors bravo à vous. Et effectivement, je pense qu'on doit aussi avoir chez nous cette réflexion et des projets à long terme qui vont fédérer, qui vont nous permettre d'avancer, que ce soit en termes de transport ou en termes environnementaux. C'est vrai que Damien le sait, dans mon village, il y a le bois des Forts, qui couvre pratiquement la moitié du village, qui est impressionnant, qui a été construit voilà 40 ans, qui a été l'issue de la volonté d'un président de communauté urbaine qui était Albert d'Anvers. Et je tiens absolument à préserver ce bois des Forts pour sa qualité de vie, pour ce qu'il nous apporte et pour préserver cet environnement. De l'autre côté, on a des terres agricoles. Ce n'est pas négligeable non plus dans le contexte actuel. Et je vais dire que mon credo en ce moment, et mon dada, et Damien le sait parce qu'on en a déjà parlé, c'est la préservation de ces terres et la préservation de ce bois des Forts parce que c'est une source d'avenir. Merci. On continue. Alors, j'ai une dame, un monsieur. Non mais Olivier Dehaze, vice-président à Rennes Métropole en charge de l'énergie et des déchets. C'est un spécial pour Christian. Christian, l'érotisme, c'est aussi à l'agence locale à l'énergie et au climat, puisqu'il en est le trésorier quand j'en suis le président. Donc on partagera aussi des moments d'érotisme, j'espère. C'est bizarre un peu les Bretons. Hein? Bon.
What else? Ah oui, monsieur, je vous en prie. Oui, juste un mot, parce que je suis aussi séduit par la présentation qui a été faite par les représentants de cette ville. Mais à aucun moment vous n'avez fait référence à des documents de planification stratégique. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en France, il y a énormément de cadres législatifs ou juridiques qui encadrent le développement. SCOT, PLUI, PCAET, etc. Je ne vais pas décrire les acronymes, mais donc qui donnent des cadres, mais qui sont aussi des moments difficiles en termes de temps d'élaboration, des documents très techniques, qui nécessitent beaucoup d'études. On a l'impression, quand on vous écoute, que tout a découlé facilement sur la base du consensus et, j'allais dire, presque sans travaux préalables de planification et d'insertion dans des documents de planification plus larges à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale. Voilà, un petit éclaircissement. Une demande de précision utile. Alors, allez-y. Yes, of course we have. Oui, bien sûr que nous avons également des documents stratégiques, évidemment, évidemment. Oui, 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 bon, on en a bien. Je confirme, nous avons déjà adopté notre premier programme de développement en 2001 et autres. Tout n'a pas toujours été aussi beau et lisse que cela peut paraître. Il a fallu faire beaucoup de choses, déployer beaucoup d'efforts pour faire en sorte que le programme d'énergie et que les cibles du programme d'énergie soient des cibles correspondant à toutes les municipalités. J'ai peut-être omis de le dire, mais nous avons travaillé avec EcoBudget depuis les débuts des années 2000 et c'est un outil aujourd'hui, EcoBudget, qui nous permet d'atteindre nos objectifs en matière de développement durable pour pouvoir mesurer le côté financier et également les cibles en matière de développement durable. Mais cela a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et 15 ans après, je peux vous dire que toute l'administration travaille avec ces questions. Toutes les administrations dans la municipalité de Växjö ont les mêmes responsabilités pour conduire, piloter et atteindre les objectifs en matière de développement durable vert, mais également les autres questions de développement durable. Tout est mesuré comme nous mesurons le budget de manière financière. Nous avons des indicateurs, ça part du budget, bien sûr, et nous avons intégré ces questions au sein de la municipalité. Mais bien évidemment, au début, c'était très bizarre, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Les administratifs nous disaient, c'est nouveau, ça va être difficile. Maintenant, ça fait 15 ans qu'on le fait et on a tout à fait réussi à intégrer tout cela dans nos politiques, notre façon de faire. Is it the answer to your question? Yes. Vous nous avez dit au début que la Suède avait la particularité d'avoir 2 niveaux de décision, au niveau gouvernemental, au niveau local. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez mis en œuvre aurait été plus facile ou moins facile dans un système comme ce qu'on peut connaître en France, où globalement les compétences sur ces questions d'énergie, de transition énergétique sont un petit peu distribuées à plusieurs niveaux de décision, puisqu'il y a des choses qui relèvent du niveau gouvernemental, des choses qui relèvent des régions, des métropoles, des intercommunalités, voire même des communes, puisque à un moment donné, sur de la construction, c'est le maire qui délivre le permis de construire. Voilà, est-ce que vous auriez pu imaginer quelque chose de plus facile ou de moins facile dans un paysage avec plus de niveaux de décision et des compétences qui soient plus partagées? Well, everything could be done. Je dirais que tout peut se faire avec sans l'organisation, les organisations nous aident. Moi, j'ai été élue au Parlement suédois et moi, j'ai arrêté 3 mois après parce que je me suis rendu compte que le Parlement ne prenait pas de décision. Moi, je voulais agir. Je suis acteur, j'aime agir. C'est pour ça que j'aime être maire de Växjö, parce que le pouvoir du maire est important. Au niveau du Conseil du comté, il y a des responsabilités également pour les transports, les hôpitaux, mais plus ou moins à 2 niveaux. Le niveau local est très important en Suède et nous avons toute la boîte à outils nécessaire pour faire les changements.
On peut produire de l'énergie nous-mêmes, on peut faire plein de choses, élaborer un tas de plans si nécessaire. Donc, notre système organisationnel en Suède nous aide. Et je pense que la décentralisation est vraiment quelque chose que l'on doit promouvoir, parce que le pouvoir au niveau local, ça veut dire qu'on est proche de nos concitoyens, on a donc plus d'opportunités, donc la décentralisation, je suis en faveur d'une telle mesure pour donner plus de pouvoir au niveau local, plutôt qu'au niveau national ou même régional. Ah, pardon. Ah ben attendez, madame là, et après je viens vers vous. Bonjour, Francine Chocron, DGSTA Bâtiment à la ville de Toulon. Juste deux petites observations. La première, c'est que le mode de fonctionnement des deux personnes-là m'a fait penser à la réflexion philosophique ce matin de l'intervenant qui parlait de la construction du désaccord, en fait. Voilà. Pas de malentendu, mais bien une construction qui permet un débat constructif et productif. Ma deuxième observation, c'est dire qu'aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas en France les mêmes moyens de fonctionner, ne serait-ce que sur l'aspect peut-être législatif, parce que je rappelle quand même que nous avons un nouveau code des marchés publics qui vient d'arriver, que le précédent était déjà assez compliqué, bien que je ne sois pas une spécialiste de la question. Rappelez aussi en France que nous sommes des champions des normes et des réglementations, ça aussi, c'est un aspect important, et que nous avons aussi d'autres enjeux, enfin, ça fait partie du développement durable, mais l'enjeu notamment de l'accessibilité handicapée avec la nécessité de produire un ADAP, donc beaucoup d'enjeux en même temps, donc auxquels il faudra faire face pour les collectivités avec un contexte budgétaire contraint. Voilà, c'était juste l'observation. Merci. Alors, monsieur, vous avez un micro. Très bien. Frédéric Leport, région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais là, c'est à titre presque personnel en tant que pratiquant du vélo en ville depuis de nombreuses années. Et ça me fait rêver quand j'entends qu'on déneige en priorité les pistes cyclables dans ma ville, Amiens. Cette année, il n'y a pas eu de neige, mais quand il y en a eu, on dégage les voies en voiture et on rejette tout sur le côté, en plein sur les pistes cyclables. Pareil, au niveau des graviers, sur les ronds-points, par exemple, encore la semaine dernière, je regardais, je me disais, la voie pour les bagnoles, c'est nickel. Et au niveau des cyclistes, déjà, on doit faire attention aux voitures qui entrent et qui sortent sur les ronds-points. C'est pas toujours évident, mais voilà. Je rêve aussi, par exemple, de plaques d'égout qui ne soient pas systématiquement sur le bas-côté, dans un virage aussi, qui deviennent super glissantes. Donc, il n'y a pas que les questions d'infrastructure. Enfin, il y a aussi l'entretien. Je disais aussi ce matin, quelquefois, il y a des belles pistes cyclables qui passent derrière un arrêt de bus. C'est jamais nettoyé, il y a le verre qui est pété, etc. Donc, ça ne donne pas forcément envie. Et on peut avoir fait des millions d'investissements s'il n'y a pas ce minimum d'entretien aussi. Et on n'a rien résolu. Encore une intervention? C'est bon? Qui veut prendre la parole? Ah, pardon. Excusez-moi. Merci de m'aider. Bonjour, Marie-Hélène Ron, mairie de Fourmies. Alors moi j'ai juste une curiosité. J'aimerais bien connaître les projets que vous avez programmés pour les 10 ou 15 années à venir dans votre commune. Les projets concrets. Si, oui, il a dit qu'il resterait encore 20 ans, donc... I have a lot of projects. Laissez-moi vous dire que j'ai beaucoup de projets. Vous voulez prendre la parole? Nous avons beaucoup de projets concernant le domaine du transport, des projets également concernant comment nous allons pouvoir faciliter les différents moyens de transport pour rendre l'usage de la voiture plus difficile. Véquieux, comme nous l'a dit Beau, lorsque vous regardez la géographie même de Véquieux, le centre-ville est très petit. Donc nous sommes en train de croître, mais le centre-ville reste petit. Et pour être tout à fait honnête, nous ne pouvons plus absorber de trafic. Nous n'avons plus d'espace pour garer les voitures. Nous ne pouvons plus les recevoir. On n'a même pas assez d'espace pour les voitures, pour qu'elles viennent jusqu'au centre-ville. Donc, ça, c'est une question majeure. Il y a beaucoup de projets concernant le transport, concernant des couloirs pour les bus, de nouvelles lignes de bus. Nous avons également la possibilité de mettre en œuvre des trains de grande vitesse, d'investissement ferroviaire. D'ailleurs, pour toute la Suède, c'est valable pas uniquement pour nous, mais pour toute la Suède. Et
l'heure actuelle, nous négocions pour faire en sorte que des trains comme des TGV puissent s'arrêter avec eux et desservir notre ville. Et d'autres projets concernant le biogaz, les biocarburants, etc. Là, c'est un projet assez difficile parce que Beau nous partait de la biomasse notamment et de certaines usines qui fonctionnent déjà grâce à ces biocarburants. Mais ça, la question que vous posez est assez difficile parce que la directive 2020 de l'Union européenne pour les bâtiments publics qui sont très efficaces en matière énergétique, c'est très très bien. Mais ça entre en conflit avec certains biocarburants, notamment avec des centrales qui sont neutres en matière de CO2, qui coûtent beaucoup d'argent. Et là, il va falloir vraiment également adresser tous ces problèmes. Je pense que nous sommes une des villes où nous allons pouvoir promouvoir également de compagnies d'aviation qui vont fonctionner grâce au biocarburant. Ça va être très très important, notamment pour le carburant des avions. Un commentaire concernant les bicyclettes par rapport à l'usage des voitures. Je pense que ce que nous essayons de faire lorsque l'on dégage les pistes cyclables lorsqu'il y a de la neige avant les rues ou les routes, c'est donner la priorité à d'autres alternatives en matière de transport. Ça a un impact sur les concitoyens, évidemment, et c'est également une question d'agenda. C'est-à-dire que de genre également et d'égalité des opportunités entre hommes et femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui marchent le matin, qui privilégient la marche plutôt que la voiture. On trouve plus d'hommes seuls dans leur voiture le matin pour aller au travail. Donc, il s'agit également d'avoir le droit de se mouvoir comme l'on souhaite en fonction de son sexe, en fonction de ses désirs. Demandez à chacun, et compte tenu de votre expérience, et de vos projets, quelles inflexions vous pouvez apporter, le champ des possibles, des inflexions à apporter pour accélérer votre transition énergétique. C'est bien ça le sujet. Alors Montmélian, la solaire, eux, ça fait plus de 30 ans qu'ils développent des actions dans le domaine, des capteurs solaires dans tous les coins, et avec 50% de votre parc de logements, logements sociaux, une précarité importante sur le territoire. Vous lancez les programmes de rénovation, labellisez CETERGI. Je crois que vous avez aussi reçu le prix européen de l'urbanisme. Enfin, vous êtes bien doté sur tout ça. Alors, tiens, en plus, je m'adresse aux législateurs parce que vous faites partie de la commission d'application de la loi transition énergétique. Bon, alors quels sont les moyens que vous avez et les moyens que vous souhaitez pour accélérer le mouvement et continuer cette dynamique? Vous avez du charisme, vous avez envie d'y aller. La loi va-t-elle vous y aider? De quoi avez-vous besoin d'autre? Quel est votre message? C'est là que j'ai 2 heures donc, pour répondre. Oui, je vous en prie. Enfin, nous, on va aller manger, faire le carnaval en même temps. Mais... Non, mais c'est une question compliquée. Nous, on continue. Moi, j'ai aimé la loi sur la transition énergétique parce qu'elle a reconnu, alors on n'est pas tout à fait au niveau de ce qui se fait là en Suède, mais elle a reconnu tout de même ce qui avait été fait dans les collectivités locales françaises, comme Montmélian, par exemple. Elle vous donne le manche, hein. Voilà, elle est vraiment à côté des grandes ambitions et vraiment de ce qui a été annoncé par la ministre dans la loi. Il y a vraiment l'appui sur l'expérience locale et sur ce que l'on peut faire dans nos collectivités, si petites soient-elles, parce que finalement, Montmélian c'est 4000 habitants, mais on fait plein de choses, même si on n'arrive pas tout à fait au même niveau. Et je crois que vraiment cette loi, elle associe tous les territoires à une nouvelle ambition de transition énergétique, une nouvelle ambition écologique pour le pays, et pas seulement à Paris et dans les grandes villes, mais vraiment sur tous les territoires, même sur les territoires ruraux. Et quand on voit l'ampleur que prend, par exemple, le mouvement des territoires à énergie positive,
Je trouve que c'est un bel exemple de ce qu'on sait bien faire. Moi, je suis maire de Montmélian et présidente de la communauté de communes qui rassemble 42 communes autour de Montmélian. On vient d'être labellisé territoire à énergie positive et vraiment, on a la sensation, du coup, nous à Montmélian, de ne plus être les seuls à travailler, mais d'associer vraiment tout un territoire rural. Et c'est pas simple sur certaines questions, notamment sur les questions de déplacement, parce que faire du vélo en ville, c'est pas toujours simple, mais rallier tous les villages à certaines gares, à certains services de transport urbain de la ville voisine, c'est encore une autre paire de manches. Donc voilà, il faut absolument continuer. Nous, on a... moi, je voudrais réagir à ce qui a été dit, je crois, par quelqu'un de Toulon, à propos des normes et des lois qui empêchent les choses en France. Je crois que d'abord, il y a une loi sur la transition énergétique qui va faciliter beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et puis surtout, et c'est le député qui le dit, la députée qui le dit, quand la loi nous enquiquine, et nous on l'a fait, eh ben on fait comme on peut. Et s'il faut passer à côté, on passe à côté. En 30 ans, à Montmélian, 35 ans maintenant bientôt, il a bien fallu le faire de temps en temps. Mon prédécesseur adorait donner cet exemple de... puisque nous, c'est le solaire en particulier, et le solaire thermique très très particulièrement qui nous intéresse beaucoup. On a affaire à Montmélian souvent à l'architecte des bâtiments de France pour nos permis de construire. L'architecte des bâtiments de France, il n'est pas toujours le plus ouvert à cette question-là. Et de temps en temps, et une fois en particulier, il nous a donné un avis favorable sur un permis de construire sous réserve qu'on supprime les panneaux solaires. Et bien mon prédécesseur, il a rayé la réserve et il a accordé le permis de construire avec les panneaux solaires. En se disant, si je dois aller au tribunal, on verra bien, on en reparlera. On n'est jamais allé au tribunal, l'immeuble s'est fait avec les panneaux solaires et c'est tout ce qui compte. Et quand l'architecte des bâtiments de France, le même, nous dit que les panneaux solaires, il faut les mettre au nord, on n'en tient pas compte non plus et on avance et on octroie les permis comme cela. Je crois qu'il faut aussi, dans ce domaine, savoir avancer, être ambitieux en particulier dans nos PLU, parce que je crois que là se joue beaucoup de choses dans les plans locaux d'urbanisme pour dire notre ambition dans le domaine du développement durable. Voilà, moi je crois que quand les textes ne nous arrangent pas, il faut faire avec ou sans ou à côté. Et aujourd'hui, la loi nous permet beaucoup de choses. Les territoires à énergie positive, c'est aussi des moyens financiers, mais des moyens en tout genre. C'est beaucoup de forums aussi sur lesquels on peut échanger et trouver de nouvelles idées. J'avais lu dans un article que m'avait donné Energy Cities. Ils ont été poursuivis en justice il y a 3 ans parce qu'ils imposaient aux propriétaires immobiliers de se raccorder au réseau de chaleur urbain. Et ils ont gagné. Comme quoi, on peut forcer le destin. Quoi. Oui, bien sûr. Bon, ok. Autre point, puisque vous dites, alors c'est vous qui avez dit tout à l'heure, on le temps long bien sûr, approche globale. Le partenaire économique, on sait bien, enfin l'entreprise, on sait bien travailler avec elle. J'ai l'impression que la loi vous dit aussi... nous, on aime bien travailler avec elle. Co-construire ensemble, hein. On verra dans les présentations des labels Citergy de demain, les petits films qui ont été faits par l'ADEME, et vous verrez à propos de Montmélian une entreprise autour du solaire qui s'est installée à Montmélian, qui a vraiment imaginé son système de chauffage solaire thermique à Montmélian, qui a créé 14 emplois sur le parc d'activités qui touche la ville. On aime bien travailler avec eux. On aime bien travailler avec les entreprises. En fait, on a toujours considéré à Montmélian que les projets de la ville pouvaient être des expérimentations, qu'on pouvait être un laboratoire pour beaucoup de nouvelles techniques. Et en ça, on a une vraie collaboration avec les entreprises, avec toutes sortes de bureaux d'études. Alors nous, on a la chance d'être tout près de l'Institut national de l'énergie solaire en Savoie. Et vraiment, on travaille avec eux pour progresser ensemble. Notre projet du secteur sud, de créer 800 logements qui trouveraient à être satisfaits à 80% du besoin en chaleur à travers le solaire thermique, c'est vraiment une co-construction de nos urbanistes, de bureaux d'études spécialisés en énergie,
mais aussi de l'INES et d'entreprises qui savent installer de nouveaux systèmes de chauffage solaire thermique. C'est vraiment une co-construction de nous tous. Alors, on est complètement en dehors des marchés publics. Pour l'instant, on avance vraiment, j'ai envie de dire, intellectuellement ensemble pour imaginer ce quartier qui finalement peut-être pourrait être chauffé au-delà des 80% par le solaire thermique, par le biais d'un réseau de chaleur solaire. C'est ce qui nous fait avancer aujourd'hui. Et là encore, on expérimente, on teste. Et voilà, peut-être qu'on se trompera, parce que ça nous est déjà arrivé, mais dans tous les cas, on progressera et on progresse avec les entreprises. Et moi, je crois beaucoup à ça. Alors après, on a toutes sortes d'autres projets de création. Je regarde les collaborateurs, en particulier de la communauté de communes, de création peut-être d'une SEM avec les entreprises de notre secteur, pour utiliser tous les toits de l'industrie en particulier, qui sont souvent des grandes surfaces de toits pour du solaire thermique ou photovoltaïque, ou les deux ensemble d'ailleurs. On a beaucoup de choses à faire avec les entreprises qui sont de plus en plus intéressées, non seulement par leurs propres économies d'énergie, mais aussi pour avancer dans cette démarche à nos côtés. Célia Bloel, Paris. Comment vous êtes senti le 4 décembre au soir, là, après le sommet des maires, quand vous avez tous proclamé que vous iriez vers 100% énergie renouvelable en 2050 ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, merde, comment je vais faire maintenant ? C'est vrai qu'il y avait deux effets qui se coulent à ce sommet des maires, parce qu'il y avait à la fois le côté extrêmement enthousiasmant. Il faut se souvenir qu'on était 3 semaines après les attaques terroristes à Paris, de se retrouver avec 1000 élus locaux du monde entier, de partager des projets, de se dire nous, on se projetait en tout cas à l'échelle locale dans une perspective d'avenir réjouissante, enthousiasmante, et qu'on allait se battre pour nos villes. Ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment, vraiment fort. Et puis après, effectivement, il y a eu cet engagement, engagement partagé, mais effectivement, maintenant, ce sont aux adjoints à la maire ou au maire de décrire le chemin à 100% énergie renouvelable. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. De toute façon, qu'on ait eu l'année de la COP ou pas de la COP à Paris, on aurait de toute façon été dans une continuité, accélération. Ça fait 10 ans de toute façon que Paris est engagé sur les politiques climat, et de toute façon, on est parti dans cette dynamique-là, comme la plupart des grandes collectivités. Donc l'idée aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est comment on accélère. 100% énergie renouvelable en 2050. Oui, encore faut-il le définir, parce que c'est sympa les grands engagements, mais on va définir exactement 100% énergie renouvelable. On est en train d'écrire ce chemin. En tout cas, cette année, c'est l'année où on va modéliser, regarder comment on y va. Et pour le coup, à un moment, j'ai entendu dire il n'y a pas qu'à Paris, je vais le retourner dans l'autre sens. C'est-à-dire que Paris aujourd'hui est aussi conscient que si on veut se mettre sur le chemin du 100% des énergies renouvelables, on va travailler aujourd'hui au-delà aussi de la frontière administrative de Paris. Et ce chemin à 100% énergie renouvelable, en tout cas si on parle de production, c'est évident qu'il va falloir le faire en partenariat avec la métropole qui vient de naître à l'échelle parisienne, et au-delà un certain nombre de territoires. Et ça, c'est quelque chose, moi je trouve, du challenge vraiment intéressant dans la période qui vient. Vous arriverez au consensus, excusez-moi ? C'est la question. Non, on va voir. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On est là, nous, la métropole est née il y a 3 semaines, donc du coup, les équipes se mettent en place, on va commencer à travailler, mais c'est surtout de comment on va créer une vraie relation de retissage entre ces territoires. Je ne dis pas aujourd'hui que parce que Paris veut aller à 100% de production de NR, on va passer de l'autre côté du périph' et puis on va aller poser nos éoliennes et nos centrales. C'est pas ça, c'est au contraire comment on va se remettre dans une relation qui va être intéressante pour les deux parties, et comment on va travailler de manière de plus en plus forte ensemble. Ça, pour le coup, je crois que vous l'avez déjà dit, Madame la députée, il y a un côté aussi, tout repose encore beaucoup sur la volonté politique. À un moment, si on veut faire les choses, et c'est comme ça que ça s'est fait dans les villes ces dernières années, ça repose sur la volonté politique. Donc Paris là, et à un moment on se donne les moyens, on avance. J'aime beaucoup votre technique du rayé. Je pense qu'effectivement, ça, il va falloir y aller de plus en plus dans les années qui viennent sur plein de sujets, de se dire on avance et puis on verra bien si on se fait taper sur les doigts plus ou moins fortement ou pas après. Mais après, il y a quand même un mot qui revient vraiment dans la discussion, c'est co-construction. Donc on dit aujourd'hui les villes, il faut co-construire avec nos parties prenantes. Ok, super, ça on est d'accord. Mais moi j'aimerais aussi que co-construction, on dépasse le simple fait de l'annoncer et qu'on le mette réellement en œuvre entre notre échelon local et l'échelon national. Parce que moi je vois quand même encore des sujets, certes la loi de transition énergétique est un bon départ, un bon point d'appui, mais quand on parle aujourd'hui du développement des énergies renouvelables, c'est quand même encore une infâme galère, et on met la pression sur nos services pour le coup en plus, pour qu'on y aille, on doit déployer des énergies renouvelables, mais c'est quand même très compliqué aujourd'hui.
Moi, je vois aujourd'hui, vous parliez des toits des industriels. Je suis présidente d'Eau de Paris, donc, qui est l'entreprise publique qui distribue l'eau au robinet des Parisiens. On a des toits d'usines. On s'est dit, quitte à refaire une étanchéité, on va sortir 11 000 m² de panneaux photovoltaïques, qui sera la première plus grande toiture en Ile-de-France, etc., etc. Mais si on rentre dans le simple processus tel qu'il est prévu aujourd'hui dans le cadre national, je pense il a fallu la volonté politique pour que ce chantier il puisse voir le jour. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est quand même qu'il faut que cette co-construction elle se fasse de manière vraiment très opérationnelle parce qu'on est dans un changement de modèle. Donc soit effectivement on dit comme dit Beau, on nous décentralisation, on nous donne les moyens de faire, soit on co-construit encore plus fortement ensemble. Vous avez une députée près de vous là, il faut qu'elle soit gardien du temple et qu'elle s'assure des facilités à donner droit à l'expérimentation sur tout ça. Hein. Comment? Qu'est-ce que vous allez dire au micro? Il a des députés parisiens et des bons. Ouais. Non, mais elle a raison, si ce n'est que la loi, elle permet des choses aujourd'hui très clairement. Alors, je ne sais pas comment ça se passera sur les toits sur vos toits pour ce grand toit photovoltaïque, mais la loi, elle permet des choses en termes de constitution de SEM, en termes de... vraiment, elle imagine déjà cette co-construction. Et puis, je crois qu'on a tout de même beaucoup d'outils localement pour avancer. Mais moi, je pense que la volonté politique, ça reste... Enfin, il la faut de toute façon. Il faut pas que les choses soient... Il faut que les choses soient permises d'en haut, mais il faut qu'elles soient vraiment voulues en bas. C'est comme ça que ça marche. Et ça a marché bien avant sur la loi sur la transition énergétique. Ça ne peut que bien marcher après. On va prendre un autre angle avec Damien Carême. Votre ville... moi, je regarde comment vous agissez tous les jours. Votre ville souffre. Forte public, citoyens, habitants en précarité. Vous avez ce sujet des migrants, il se passe quelque chose tous les jours. Ce que je veux dire, c'est que l'élu, en permanence, doit aussi gérer l'urgence de sa ville. Et là, on parle de dynamique de temps long. Eux, c'est bien, là, ils ont un PIB de folie en Suède, tout va bien. Enfin, tout va pas mal. Ça va. Allez faire un tour à Grande-Synthe. Non, mais c'est bien, Grande-Synthe, c'est fabuleux. Non, mais je veux dire, il y a l'urgence à gérer et il y a le temps long de ces transformations. Quels moyens vous demandez pour conjuguer ces deux types d'actions? Justement, on utilise les deux, parce qu'effectivement, il y a une action qui s'inscrit sur le long terme, et je m'inscris dans une action qui avait déjà démarré. Alors, moi, je suis qu'à mon 3e mandat, et je suis pour la limitation des mandats dans le temps, c'est important. Mais mon père avait été maire avant moi. Pendant quelques années aussi. Il y a eu entre 10 ans. Et son fils va arriver. Non, mon fils ne le fera pas. Quand il voit ma vie, il n'a pas envie. Donc en fait, c'est quand même la politique environnementale. Les choix ont été continuels depuis 1971. Donc ça fait très longtemps qu'on a la même politique de fond. Et on la projette. Et aujourd'hui, cette transition énergétique, ce nouveau modèle de société dans lequel on doit aller, parce qu'on n'a pas le choix que de s'orienter vers dans un nouveau mode de développement. On doit accélérer les dispositifs. Mais on doit aussi parer à l'urgence, et c'est les maires, on a les mains dans le cambouis tous les jours, et on doit répondre à l'urgence de nos habitants. Et pour moi, même le problème de mes réfugiés actuellement sur mon territoire, ça fait partie de cette urgence. C'est les prémices de ces réfugiés climatiques qu'on aura dans quelques années si on fait rien. On le vit là, c'est des réfugiés qui sont là parce qu'on est allé aussi un peu mettre le boxon chez eux pour avoir leur pétrole pas cher depuis des années pour notre confort à nous. Donc c'est les conséquences de notre modèle de développement qu'on prend là en pleine figure aujourd'hui. Et cette urgence, on doit y répondre comme à celle des habitants qui sont dans la précarité sociale. Et justement, la politique environnementale, la politique alimentaire, la politique de mobilité, la politique d'énergie renouvelable, de coopérative pour des habitants vont dans le sens de répondre à cette difficulté sociale de mes habitants. Moi, j'en suis intimement convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle-là pour répondre à l'urgence sociale des populations. Et c'est ce qu'on met en œuvre. Alors, il faut
tisser une relation de confiance avec les habitants. Ça demande du temps, ça aussi, d'avoir cette relation de confiance. Et une fois qu'on a mis, alors on leur parle pas de développement durable, d'agenda 21, parce que tout ça c'est très techno, ça leur parle pas. Par contre, quand on fait du bâtiment passif, du logement social passif, et que leur facture énergétique réduit, ça leur rend du pouvoir d'achat. On leur dit, bah voilà, ce qu'on fait là, c'est du développement durable, c'est fait, c'est bon pour la planète, c'est bon aussi pour vous socialement. Quand on met des jardins partagés en pied d'immeuble, c'est bon pour eux. Quand on fait de l'agriculture bio, enfin quand on fait des repas à la cantine 100% bio depuis 4 ans dans la ville, c'est bon pour leur santé. On leur explique qu'on doit mettre moins de viande dans notre alimentation parce que les conséquences qu'il y a derrière, c'est celle-là. Voilà, on est dans une logique et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, il faut être dans une logique d'ensemble et cette préoccupation environnementale, cette nécessité de s'orienter vers à fond dans ces politiques environnementales, dans tous les sujets, ça répond à l'urgence sociale de la population. Il y en a pas je vois pas d'autres alternatives que celle-là. Et vraiment, ça fait 15 ans que je suis élu maintenant. J'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai étudié, je suis allé voir ailleurs. Et je pense... c'est votre levier. Oui, mais c'est la seule réponse. C'est la seule réponse. C'est la seule réponse. Vous faites des trucs incroyables sur votre territoire et avec succès. Où sont vos utopies urbaines de demain, vous? C'est que je pense que Patrick Vivray disait ça aussi ce matin, la ville désirable. C'est une belle image, la ville désirable. C'est que les gens aient envie d'habiter chez nous. Isabelle parlait tout à l'heure de préserver les terres agricoles. La périurbanisation, c'est une folie. On bouffe un département tous les 7 ans en urbanisation dans notre pays. C'est plus possible. Alors, c'est pas toujours facile. J'aimerais bien, à l'échelle de la communauté urbaine, développer plus, l'éolien, parce qu'on a quand même une richesse ici, c'est le vent, et on peut pas en bénéficier. Alors, la loi, elle a failli être une catastrophe avec la loi du kilomètre par rapport aux habitations. On est revenu à 500 mètres, mais nous qui sommes mitoyens avec la Belgique, vous franchissez la frontière, et il y a une éolienne au pied de la maison, il y a une éolienne auprès des entreprises, il y a une éolienne auprès de tout le reste. Est-ce qu'on est plus bête qu'en Belgique, qu'en Allemagne, où c'est la même chose? Est-ce que nous, les pales, elles vont tomber sur les maisons qui sont en dessous? Voilà, moi des fois j'aimerais bien rapprocher les éoliennes pour profiter de mon territoire et pour aller dans le territoire zéro énergie fossile comme le challenge qu'a pris. Ça va être compliqué sur notre territoire à nous. Mais voilà, c'est des fois je me dis qu'on nous laisse l'expérimentation au niveau local. Alors on peut dire des choses sur les strates administratives dans notre pays, je pense qu'elles ont toute une importance, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est nous qui allons faire cette transition, c'est nous qui allons faire vivre l'accord du climat de Paris, c'est nous qui mettons en œuvre les politiques d'avenir. Si on nous encadre trop avec les procédures, même s'il y a des ouvertures effectivement dans la loi transition énergétique, il reste quand même des contraintes. Pourquoi, quand on met une éolienne, il y a 7 ans de procédure chez nous? Enfin, franchement, je sais que je crois qu'il y a un poids des lobbies qui est derrière. Dans notre, on parlait en aparté des pistes cyclables qui étaient soulevées tout à l'heure. On a des villes qui ont été faites pour la voiture dans notre pays, avec des grandes avenues. La place de la voiture est extrêmement importante, mais on avait plein de constructeurs automobiles dans notre pays. Il fallait bien qu'on fasse vivre cette industrie. Donc, je pense qu'il y a des choses un peu partout. Maintenant, là, voilà, il faut l'utopie urbaine, c'est de casser l'ancien modèle. C'est difficile parce qu'on a beaucoup de références. La voiture, c'est une référence sociale. Aujourd'hui, il y a plein de références sociales qui sont nées des outils de consommation, enfin des objets de consommation. Et c'est compliqué de faire changer cette mentalité auprès des populations pour prendre ce nouveau virage. Ouais. Et petite page de pub, l'utopie urbaine, c'est aussi un film réalisé, un documentaire sur votre expérience par Frédéric Touchard et qui sera diffusé dimanche soir sur notre télévision régionale. Christian Roger, je reviens sur un point, donc on est là aussi dans les petites communes, qui a été un peu rapidement évoqué, sur l'application de la loi sur la transition énergétique. Ok, elle donne le manche au territoire. Mais vous me disiez au téléphone que les territoires auraient certainement du mal à suivre. Alors, qu'est-ce que vous demandez pour tenir la cadence? Parce que vous, pareil, vous tirez dans tous les sens, sur l'habitat, enfin c'est approche globale, habitat, transport, partout. Bon. J'ai dit ça, moi, que les territoires auraient du mal à suivre. Ouais, je vais vous citer très exactement. Ça manque des phrases avant. Alors, il faut que ce soit pas barbant, il faut que ce soit ludique. Non, ça c'était autre chose, mais vous l'avez dit aussi. Par rapport à la loi, le ministère implique le territoire, met en place des leviers, mais on voit bien que des territoires ne sont pas toujours prêts, ça va très vite, et même nous, on a du mal à suivre. Ah oui, mais je faisais allusion sans doute à TEPCV. D'accord, oui, exact. Oui, c'est ça.
Non, le Val d'Ille, nous, je reviens sur ma communauté de communes, on est TEPOS depuis pratiquement 7-8 ans. Bien sûr, on a une longueur de retard par rapport à vous, mais on n'est pas non plus les derniers à avoir pris ce virage. Et donc, on est dans la retenue des territoires TEPCV aussi. Sauf que TEPCV, on voit bien entre le politique là-haut qui veut absolument du résultat très très rapidement, et puis nous les territoires, on galope pour inscrire des actions. C'est ça que je voulais vous dire au téléphone, et qui correspondent à des trains qui nous passent sous le nez, quoi, hein, qu'on ne veut pas qu'ils nous passent sous le nez justement. Je fais allusion entre autres aux aides financières. Qui sont envoyés vers nos territoires. Deuxième avenant là, de 500 000 € qui nous arrive. Bien sûr qu'on va saisir l'occasion, mais il ne faut pas le dépenser n'importe comment, cet argent. Il faut qu'il soit efficace, qu'il corresponde bien justement à la transition énergétique, qu'il corresponde bien à la protection de l'environnement et qui réponde en même temps à ce que vous avez dit, qu'il y a une corrélation évidente entre le développement, l'autonomie énergétique des territoires et la problématique sociale. Tout notre développement a construit des inégalités sociales et on voit bien que si on change de paradigme, ça va aller de pair. Développement local, l'énergie, l'environnement et réparer aussi toute cette problématique de l'habitat, du mal logé, etc. C'est ça que je voulais dire. Hein. Être efficace et être aussi efficace que Voxe au niveau du développement et de l'autonomie énergétique, c'est d'abord bien avoir compris le diagnostic de son territoire et quel curseur il faut pousser en premier, parce que c'est là qu'est la problématique principale. Même on ne peut pas tout faire en même temps, hein, donc il faut agir là où sont les principaux problèmes. Nous, sur notre territoire, c'est ce que vous avez fait, oui. C'est ce qu'on essaie en tout cas. On essaie de comprendre d'abord. On a fait notre diagnostic. On voit par exemple qu'en matière d'énergie, nous, notre problématique, c'est le logement. 55% de l'énergie qu'on consomme sur notre territoire, c'est à chauffer notre habitat. Donc c'est pour ça qu'on a tout de suite mis, on s'est dit, il ne faut pas se louper, il faut aller sur la plateforme de rénovation de l'habitat. C'est là qu'on va faire le maximum d'économies. Bien sûr qu'on va produire des énergies renouvelables, on essaie, même si on se heurte à des problèmes juridiques aussi. On a un champ solaire qui ne sort pas, parce que là aussi l'État nous met des petits bâtons dans les roues, voire des gros bâtons. En tout cas, la priorité chez nous, c'est d'abord les économies d'énergie. C'est arriver à faire que les courbes se croisent, mais avec bien sûr une courbe des ENR qui va monter, mais surtout une courbe des consommations actuelles qui va dégringoler pour que ça se croise à l'horizon de nos engagements en 2030. Voilà. Leur courbe est belle là-dessus. Hein, oui, évidemment. Ouais. Bon, alors ça, c'est votre plan global, et puis j'ai un premier chantier à réaliser, celui de l'efficacité énergétique du chauffage bâtiment. Ensuite, on a plein d'autres acteurs. Notre deuxième facteur, c'est la mobilité, le transport, puisque les gens viennent habiter chez nous, il fait bon vivre, c'est vraiment le plus beau pays après Luxeuil. Hein. C'est magnifique, il faut venir chez nous. Habiter, mais par contre, peu de gens travaillent sur notre territoire, donc il y a un problème de déplacement entre domicile et travail. Donc on essaie aussi, et on a investi pas mal dernièrement, et on va encore le faire, pour développer les mobilités par le covoiturage, pour faire des voies douces, des aménagements structurés de parking auprès des gares, etc., auprès du car. On a fait des pistes cyclables, on a mis en place un système de location de vélos à assistance électrique. On a 100 vélos qui sont sortis sur notre territoire, qui sont sous forme de location, le mois, le trimestre, le semestre, et avec une possibilité de l'acheter au bout de 2 ans de location, avec un prix très modique. Donc voilà, ça fonctionne très bien, c'est une très grande réussite. Donc on poursuit toutes ces choses-là. Je m'adresse à la salle une dernière fois pour entendre vos dernières remarques, commentaires. Et après, là, pour nous quitter, je vais vous demander à chacun de vous quatre là, un truc incroyable pour relever le défi. Allez, étonner nos Suédois comme ils nous ont étonnés tout à l'heure. Vous avez 3 minutes pour réfléchir. Bon, vous occupez l'antenne hein, pendant ce temps-là. Alors, madame, c'est tout long, vous, hein ?
Juste un témoignage pour dire que nous avons répondu au niveau de la communauté d'agglomération de TPM, 450 000 habitants, hein, Toulon 170 000, mais on a répondu au TEPCV et on va bénéficier d'une aide à ce titre. Voilà. En l'occurrence pour Toulon, ce sera la mise en œuvre de solaire thermique au niveau d'une toiture de piscine, donc du solaire associé à une pompe à chaleur, pour permettre de chauffer de l'eau chaude sanitaire et de préchauffer l'eau des bassins. Et j'ai bien retenu la remarque de madame, si jamais l'ABF, parce que je suis dans... Voilà, je n'en dirai pas plus. Ça va être l'amendement de Dunkerque. Ok. Madame ? Juste une petite réflexion. Pardon, Michel Brion, donc je suis élue à Saint-Martin-du-Riage, dans l'Isère. Je suis quand même un petit peu choquée, excusez-moi. C'est des propos quand même qui ont été tenus sur justement l'ABF, comment vous êtes passé pour avoir les permis délivrer des permis de construire sans tenir compte de l'ADF. Alors peut-être que vous allez mal l'exprimer, mais je trouve que c'est un peu choquant au niveau d'un élu de dire que, écoutez, il y a quand même des règlements et je passe outre. Donc l'exemplarité, je trouve qu'elle est quand même pas très belle. Non, c'est pas choquant. Non, je donne cet exemple pour le sourire, mais pour dire à quel point la volonté politique est importante. Et c'est vrai ce qui s'est passé quand on raye le sous réserve de ne pas réaliser de panneaux solaires. Parce que quand les choses sont à ce point-là absurdes, il faut que l'on réagisse. On n'avancera pas. Et nous, ça fait 35 ans que ça dure. Toulon va faire une piscine avec des panneaux solaires qui chauffent l'eau, qui préchauffent l'eau des bassins. Nous, ça fait depuis 83 qu'on gagne 75% sur notre facture de gaz grâce à ces panneaux. Et voilà, dans une ville comme Montbéliard, il y a 50% de logements sociaux où la question du budget équilibré, de la précarité énergétique des ménages est un vrai sujet. Il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, et ça doit pas être choquant. Moi, je suis fonctionnaire d'origine, mais ça doit pas être choquant. Il faut qu'on puisse avancer. Ce qui est choquant, c'est qu'on dise sous réserve de ne pas réaliser les panneaux solaires. Voilà. Moi, vraiment, sinon, on n'avance pas. Et aujourd'hui, ça se passe plus comme ça. Je suis tout à fait d'accord d'avancer et de prendre dire faut avancer. Mais je veux dire, il y a peut-être d'autres façons. On peut travailler aussi. Nous, je pense sur notre commune. Bon, on va pas engager le débat, mais bon, on a aussi un château avec l'ABF, avec des plein de choses. Vous connaissez très bien aussi Saint-Martin-du-Riage. Je veux dire, on essaye de travailler avec le CAU, avec l'ABF, à essayer voilà, on travaille ensemble pour faire passer les projets. Mais de dire, écoutez, bon, je trouve, pour ma part, j'ai été un peu choquée. C'est tout ce que je veux dire. Mais je suis d'accord qu'il faut de la volonté. PLU, alors bon, il tombe, mais on a un PLU qui va de l'avant dans plein de domaines avec une orientation d'aménagement particulière sur la question du développement durable. Je crois que c'est important qu'en permanence on soit à la limite peut-être de l'illégalité. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Il faut changer, il fallait, et je parle de ça il y a peut-être 15 ou 20 ans maintenant, il faut faire évoluer les esprits. Au départ, les ABF refusaient tout panneau solaire sous prétexte que c'était pas parce que d'un point de vue esthétique essentiellement, puisqu'ils ont un mot à dire sur l'architecture et le patrimoine et l'esthétique. Et je pense que vraiment dans la vie il faut savoir ce qu'on veut, où on veut aller et se donner des moyens après on était prêt à aller au tribunal s'il le fallait et à défendre notre point de vue. On n'y est pas allé. C'est sur la même question en fait. Moi, ce que je comprends, c'est que à un moment donné, quand les élus, représentants de la collectivité, d'une manière ou d'une autre, va tutoyer la limite, voire passe outre la limite, la problématique, elle est que le signal qu'on peut envoyer aux citoyens électeurs, c'est que si nous élus on le fait, pourquoi eux n'auraient pas le droit de le faire ? Et c'est parce que parfois on a ça rejoint un peu le débat qu'on a eu dans la table ronde précédente sur, on parlait des PLU, des SCOT, de leur caractère plus ou moins prescriptif et jusqu'où on allait dans les prescriptions.
à un moment donné, on a le risque, si on est obligé trop souvent, en tant que puissance publique, d'aller au-delà de la règle, de donner un signal aux citoyens qui peuvent se sortir de la règle et donc d'aller dans la contestation. Non, je suis ou désolée, d'aller dans la contestation ou d'aller dans le déni de la règle. Et ça, ce serait pas bon, y compris pour les choses qu'on défend. Donc je pense que c'était un peu ça que la dame voulait signaler. Compris, mais je trouve que c'est aller trop loin. Et, enfin, de dire des choses comme ça. La règle en matière de permis de construire, c'est finalement le maire qui la donne à un moment donné. Et quand c'est que l'avis d'une personne, c'est même pas d'une administration, hein, c'est d'une personne, et que le maire fait ça sous sa responsabilité. Quand il délivre ou pas un permis, il le fait en fonction de règles et vraiment sous sa responsabilité. Enfin, moi, je crois que de temps en temps, si on ne brave pas certaines choses, on n'avance pas. Qu'est-ce que pensent nos invités suédois de cette discussion? Que pensez-vous de cette discussion-là? Merci, Beau, de me laisser la parole. Je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est très présent ici, très important. C'est quelque chose qui vous mène à débattre beaucoup. Est-ce que c'est vraiment un thème très commun sur lequel la France aime débattre? Oui, apparemment. Moi, je pense que je suis de votre côté. Je suis désolée pour les autres personnes qui ont pris la parole, parce que nous, on a déjà eu un cas similaire au vôtre en Suède, lorsqu'il s'agit de se connecter au réseau de chaleur. En Suède, il y avait le problème pour connecter des maisons au réseau du district, notamment, des municipalités. Ceci a été quelquefois contesté par l'État et nous, on était vraiment très en colère. On ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il s'agissait d'une contestation qui se faisait au détriment de l'intérêt des concitoyens. On voulait savoir si c'était dû à la concurrence ou à la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Nous, on avait voté pour la directive d'efficacité énergétique et non pas pour la loi en matière de règles de concurrence, etc. On a gagné notre procès et nous sommes rappelés à la Cour parce qu'un appel a été fait par la partie adverse. Mais bien sûr qu'il faut suivre les lois et les règles, évidemment. Parfois, pas même parfois, il faut toujours suivre les lois. Mais lorsqu'il arrive que les lois vous empêche le niveau local de faire des pas de géant pour un meilleur développement durable et pour faire des économies d'énergie, il faut changer la loi. Et oui, c'est vrai que moi, j'ai un grand respect pour que les personnes ne soient pas toujours d'accord avec moi, mais des lois qui empêchent le fait de faire des pas de géant pour le bénéfice de tous, eh bien, ces lois doivent être changées et on doit pouvoir les contourner. I think somebody wanted to applaud you. I didn't see that Peter Marlin was with us tonight. I think it's very interesting to listen to his reaction in relation to this. And we have 7 minutes left. So over to Peter Marlin now. Je pense qu'il s'agit de quelque chose de très intéressant concernant la loi. Ce n'est pas toujours la loi, il s'agit souvent d'individus et d'interprétation par les individus de la loi. Nous avons tous des officiers juridiques, des experts, des administrateurs, etc., des fonctionnaires qui disent « Eh bien, voilà, ça c'est mon opinion, je n'aime pas les panneaux solaires sur ces bâtiments. » Et puis vous pourrez toujours trouver une contre-expertise, une contre-opinion. Nous, on est élus pour prendre des décisions lorsque l'on a pris en compte 2 opinions. Ça, c'est la façon démocratique de gouverner, de prendre nos décisions. On doit toujours évaluer les différents avis. Et quelquefois, la façon dont les experts appliquent les lois est quelquefois va à l'encontre du grand public. Donc, on ne parle pas du fait qu'il faut éviter les lois, mais plutôt, ici, on dit que s'il y a une autre façon d'interpréter les choses, lorsqu'il y a des interprétations multiples de la loi, il faut que les hommes politiques prennent la voie qui présente le plus de bénéfices pour les citoyens
plutôt que de se fâcher sur différentes interprétations, etc. Il faut toujours penser au détriment du plus grand groupe, du plus grand nombre. Il faut toujours penser en faveur du plus grand avantage, quel qu'il soit. On pourrait bien sûr parler longtemps sur l'interprétation des opinions. Il faut à un moment ou à un autre agir et passer des lois qui sont en faveur du plus grand nombre pour l'avantage. Bien sûr qu'il ne faut pas... Je pense qu'on a mal interprété vos propos, madame. Vous ne disiez pas qu'il fallait à tout prix enfreindre les lois. Pas du tout. Une proposition, étonnez-nous, et on débriefera à la prochaine Académie des élus. Je commence avec vous cette fois, Monsieur Roger. Ah, merci, vous me l'aviez promis tout à l'heure, ouais. je n'y comptais plus. Bon, enfin, non mais... Eh bien, par rapport à mon territoire Val-d'Île, nous avons un défi, nous, c'est d'arriver à coupler sur une zone d'activité, je dis bien sûr, une zone d'activité, à titre expérimental, de la production d'énergie solaire photovoltaïque sur sol avec de la production agricole. Problème aujourd'hui, si vous êtes dans une zone d'activité, vous ne pouvez pas faire d'agriculture. Et si vous êtes dans une zone agricole, vous ne pouvez pas faire de solaire. Cherchez l'erreur. Donc, il faut arriver à changer tout ça et à trouver aussi de l'ingénierie et puis aussi des porteurs de projets. Si quelqu'un a envie de se lancer dans l'agriculture, dans une production de fruits, dans de l'élevage avicole, ça marche très bien. On l'a prouvé par de l'expérimentation, etc. Pour l'instant, on se heurte à un refus administratif. Pas d'agriculture en zone d'activité ou pas de solaire en zone agricole. Cherchez l'erreur. Donc, il nous reste quelques temps là, mais il faut aller vite, parce que la transition énergétique, elle n'attend pas. Voilà. Madame Santé, merci. Alors moi, je veux juste en finir avec cette histoire parce que non, mais pour moi, c'est important. Ah ouais, vraiment, hein. C'est-à-dire que ce que je voulais dire en réponse tout à l'heure à la dame de Toulon, c'est ne nous retranchons pas toujours derrière les textes pour ne pas faire. Voilà, je pense que quand on est élu et qu'on a envie de faire progresser le sujet, il faut toujours aller à la limite de ce que nous permet le texte. Parfois la passer sans que ce soit très grave. On n'a pas été pas exemplaire pour autant, on respecte la loi dans tout ce qu'il faut, mais attention à ne pas être désespéré à l'avance. Il faut tenter les choses, aller toujours à la limite du hors-jeu, c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on fait avancer. C'est une forme d'expérimentation dont je parlais tout à l'heure. Du coup, comme j'ai beaucoup répondu, je n'ai pas forcément beaucoup pensé aux défis, mais finalement, nous, le plus beau défi sur le territoire, il y en a deux. Il y en a un pour répondre à mon voisin, même si c'est compliqué, les TEPOS et les TEPCV, parce qu'il faut se mobiliser vite pour toucher de l'argent, effectivement, et avoir des projets tout prêts. Moi, je trouve que c'est très fédérateur pour nos territoires, souvent les nouvelles intercommunalités, et ça, c'est très important, parce que ça, souvent, on est une commune ou une petite intercommunalité à avoir fait des efforts. Les TEPOS et les TEPCV qui sont à un niveau un petit peu plus large, ils nous permettent vraiment d'associer des gens qui ne croyaient pas tout à fait de la même façon que nous au développement durable pour y aller. Et moi, l'expérience de notre communauté de communes est vraiment très enrichissante sur le sujet. Notre grand défi à Montmélian, c'est le secteur sud, toujours. Où on a la maîtrise foncière, parce que ça c'est une question importante aussi, des 20 hectares à construire maintenant pour quelques centaines de logements. C'est un grand projet pour une petite ville comme la nôtre. C'est d'arriver à trouver la bonne solution pour le solaire et vendre aux futurs promoteurs du terrain chauffé, c'est-à-dire avoir vraiment la décision sur l'énergie utilisée, sur le mode de chauffage. On veut faire un réseau de chaleur solaire. Ce qu'a reconnu l'Europe dans le Grand Prix européen de l'urbanisme, c'est d'avoir mis la question énergétique avant la question urbanistique même. Ouais. Et ça, c'est pour nous quelque chose de très important. Si on sait construire correctement ce quartier, alors j'inviterai nos collègues suédois à venir le visiter dans les années qui viennent. Merci. Madame Bloel.
Du coup, je me sens quand même aussi obligée de revenir rapido sur le débat que vous avez levé, parce qu'il est vraiment important, parce que, juste pour dire que je suis Vite, complètement d'accord avec ce qui a été dit, parce qu'à la fois notre rôle d'élu, c'est aussi de bousculer globalement la culture dans laquelle on est, et c'est un des outils des fois d'être borderline comme ça, mais aussi parce que c'est une capacité pour nous de dire à plus haut, là ça va pas, ça coince, on peut plus continuer. Moi je suis en charge donc de l'eau aujourd'hui, 50% de l'eau qui arrive au robinet des Parisiens vient d'air, d'alimentation, d'eau souterraine sur des terres agricoles. Aujourd'hui, ces terres agricoles, on n'arrive pas à faire que les agriculteurs s'engagent dans des dispositifs passage à la bio plutôt que de rester dans l'agriculture conventionnelle qui pollue les sources en eau, parce que les dispositifs de passage en bio sont tellement fluctuants au niveau national que du coup, ils ne peuvent pas s'engager, ils n'ont pas de visibilité sur le long terme. Donc on a décidé de tenter de se substituer à l'État, même si on n'a pas le droit de le faire normalement, pour aider ces agriculteurs. C'est notre moyen de dire, et s'ils viennent taper sur les doigts, qu'ils viennent taper sur les doigts, mais c'est le moyen de dire, vous le faites pas, on le fait, à un moment, prenez vos responsabilités. Et je crois que c'est ça notre boulot d'élu, c'est ce qui fait de nous des gens particulièrement horripilants au quotidien, j'en suis consciente, mais c'est à ça, je pense qu'on sert. Du coup, les 2 défis à venir, du coup, en vous entendant, je vais en mettre, moi j'en ai 2. Le premier, c'est justement sur cette question de l'eau, d'arriver dans les 10 ans qui viennent, d'arriver à faire un circuit cohérent entre... aujourd'hui, on a des terres agricoles sur lesquelles on prend l'eau qui arrive chez les Parisiens, plutôt que de ne travailler que sur la protection de la ressource, se dire qu'on travaille en surface avec les agriculteurs pour développer un autre modèle d'agriculture, repartir dans de la relocalisation de l'agriculture avec une agriculture qui paye aussi au juste prix et qui, à terme, viendrait approvisionner la capitale et aux alentours. Je trouve qu'il y a un défi là de relocalisation d'un circuit extrêmement intéressant avec travailler sur l'indépendance à la fois de l'approvisionnement en eau et en alimentation. Donc il y a ce sujet-là. Et puis je vais rester chiracienne jusqu'au bout. Moi je pense qu'on se baignera d'ici 2024 dans la Seine. C'est filmé là. Hein. Ouais, mais la maire de Paris l'a dit, donc je prends aucun risque en plus. Et on le fera pas que on le fera parce que ce sera sympa d'aller se baigner dans la Seine, mais aussi parce que l'eau va être au cœur de tout ce qu'on se dit sur le climat dans les années qui viennent. On aura besoin d'eau pour rafraîchir nos villes qui vont se réchauffer. Il va falloir se poser la question de l'eau. C'est une ressource qui va baisser dans les années qui viennent. Ça veut dire qu'il faudra aussi se poser la question de l'accès pour tous à l'eau et pas que ceux qui auront les moyens. Donc ce sera une manière aussi très symbolique d'adresser tous ces sujets. Donc je ne sais pas si j'aurai encore un mandat en 2024, mais je viendrai vous dire si c'est possible ou pas. Je reviendrai aux assises. Et puis on viendra vous voir surtout. Monsieur Carême. Je vais faire une transition avec Célia. Non, je ne suis pas chiracien, non. Parce que l'eau est un vrai problème. Et chez nous, ici, là particulièrement, au Cursal, ici où vous êtes, si vous n'êtes pas faites attention au climat, ici, il y aura la mer dans quelques temps, puisque le niveau montera, et donc on sera dans l'eau ici. Et ici, on est en territoire de polder, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est des terres... La mer était présente il y a des siècles ici, et c'est des moines qui ont creusé des réseaux des petits réseaux à côté pour évacuer cette eau à la mer. Et que là aussi, nous, avec le monde agricole derrière, il faut qu'on fasse attention, parce qu'aujourd'hui, le mode de production agricole fait que la terre est tassée, qu'on a retiré les haies, on a retiré les arbres pour faire passer les grosses machines. Et du coup, quand l'eau arrive, elle arrive en masse. Et donc, on a ce risque aussi bien d'inondation terrestre que de submersion marine. Donc, l'eau est une vraie problématique. Et moi, le défi que je lance, c'est un défi qui va au-delà de la communauté urbaine, mais qui rejoint ce que Célia vient de dire sur l'agriculture, l'agroécologie qu'on doit mettre en place sur notre territoire avec le monde rural qui nous côtoie. C'est relocaliser l'alimentation de nos territoires. Moi, je viserais l'autonomie alimentaire de l'agglomération dunkerquoise, aller dans les 10 ou 15 ans qui viennent voilà, et ça nous permettra de retravailler différemment l'agriculture locale avec effectivement l'interrogation sur les agriculteurs doivent vivre dignement, doivent vivre correctement, donc ça prend en compte ce paramètre de la rémunération des agriculteurs, mais qu'on allie la protection de l'environnement, les problèmes de l'eau sur notre territoire avec le bien-être des populations et éviter qu'un yaourt, quand on le mange dans notre assiette, il ait fait 10 000 km à travers l'Europe ou la France entière. Chouette, du hareng fumé tous les jours. Ouais. Mais il m'a dit quand même, dans ses cantines, il y avait toujours des frites une fois par semaine. Hein. À vérifier. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Ouais. Je vais demander. Merci pour votre engagement à tous les quatre et un grand bravo à nos témoins suédois. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, la journée n'est pas finie, mesdames, messieurs, puisque vous avez maintenant rendez-vous, mais on est pile à l'heure. C'est sur l'espace central, puisque le pôle d'excellence régional énergie
2020 et la communauté urbaine de Dunkerque vont porter sur les fonds baptismaux Eura Énergie. C'est une belle initiative du territoire aussi, ça. On se retrouve tous là-bas tout de suite. À tout à l'heure.